donc l'objectif aujourd'hui, c'est vraiment de parler des risques cyber pour le secteur hospitalier, de la directive européenne NIS 2. Donc, j'imagine que pour la grande majorité, je l'espère en tout cas, des participants, la directive NIS 2 est quelque chose voilà, qui vous parle. Dans le cadre de cette présentation, nous avons donc plusieurs intervenants. Donc, le premier sera donc Monsieur Didier Stukens, donc qui est le responsable des plans d'urgence au niveau donc de l'hôpital donc du CHRSM. Nous aurons également donc Anthony van der Maren, donc qui représente donc Ataya Partners, donc une société de conseil et qui a effectivement dans le cadre de son entreprise une grande expérience d'accompagnement des hôpitaux pour tout ce qui est risque cyber, plan d'urgence et autres. Voilà, je le laisserai Anthony en parler un petit peu plus longuement tout à l'heure. Et bien entendu aussi NIS 2, donc c'est vrai qu'ils accompagnent énormément leurs clients sur ces problématiques-là. Et de mon côté, donc moi je suis Fabien Beneteau, donc je suis en charge donc, de la partie commerciale chez F24, donc pour le Benelux. Donc aujourd'hui, je sais qu'au niveau des participants, nous avons donc à la fois des participants donc au niveau du Benelux, mais également de France. Et donc voilà, avec mes collègues de France, des fois, je fais les présentations, ils font les présentations, et comme ça, on s'accorde de cette manière. Et donc, de mon côté, voilà, je me permettrai tout simplement de finir cette session en vous expliquant un petit peu comment nous, au niveau de F24, à travers notre solution SaaS, nous sommes en mesure effectivement de vous protéger et de vous aider à vous mettre en conformité avec NIS 2. Voilà. Mais vraiment, l'objectif de cette réunion, c'est de laisser la part belle, je dirais, au retour d'expérience. Voilà. Donc, Didier, je vais bientôt vous donner la main. Je souhaitais également vous informer que cette réunion, donc si vous n'y voyez pas d'objection, donc est enregistrée. Voilà. Voilà. Donc je pense que j'ai tout dit. Et dernière information, l'idée aujourd'hui, c'est vraiment d'échanger, d'accord? Donc si jamais vous avez des questions, même pendant l'intervention d'un des participants, surtout n'hésitez pas à voilà déverrouiller votre micro, à poser votre question, nous y répondrons très volontiers. Et à la fin de cette session, nous ferons un petit question-réponse, voilà, pour clôturer cet événement. On va dire ça comme ça. Voilà. Merci. Didier, je vous laisse la place. Oui, merci. Donc, bonjour à tous. On m'a demandé de venir présenter donc, un peu ce vécu que nous avons eu au niveau du CHR de Namur. Donc, nous avons deux sites, à Namur et Auvelais. Et Dia, s'il vous plaît, Chloé. Voilà. Voilà. Donc, le CHR représente deux sites, soit en grosso modo 700 lits pour l'ensemble, un peu plus de 2500 collaborateurs, vous savez que ça change tous les jours. Un nombre important de médecins et un nombre très important d'ordinateurs. Moi, je suis le coordinateur du plan d'urgence depuis 2018, mais je suis dans l'institution depuis 1987. Il me reste 83 jours ouvrables de travail et je passerai le flambeau. Donc, je me suis occupé de ces plans d'urgence parce que c'est un cadre légal en Belgique, puisque nous avons des amis français qui sont là. C'est un cadre qui a été réformé. Il y avait déjà une première loi en 91, 91, donc pour stipulant que tout hôpital devait disposer d'un plan d'urgence hospitalier, ce qu'on appelait le MASH, et ça a été converti suite à différentes analyses, donc au plan d'urgence hospitalier, le PUH, à partir d'une législation, grosso modo, de 2017 d'IA. Alors, je vais être très prudent parce que la diarrhée, voilà. Le débriefing, cette situation n'a pas encore eu lieu pour différentes raisons qui ne sont pas secrètes. Nous avons, au niveau de l'hôpital, donc eu l'attaque informatique qui suivait directement le Covid. Ensuite, nous avons eu un processus très chronophage et énergivore d'accréditation. La CI, l'accréditation Canada, que nous avons réussi avec un niveau platine, donc à la grande satisfaction de tout le personnel. Nous avons actuellement des mouvements au niveau de la direction. Nous avons des personnes qui sont parties, qui ont fait le choix de partir, d'autres qui sont désignées. Et nous sommes dans un processus actuellement de passage d'une structure publique à une structure SBL à partir du 1er janvier, avec tout ce que ça comporte.
Ça donne juste un cadre qui fait que c'est pas évident de réunir les autorités qui ont beaucoup d'autres chats à fouetter. Deuxièmement, je ne suis pas informaticien, donc je vais très peu aborder la partie purement machine informatique. C'est pas ma compétence. Je prends l'exemple d'une voiture, le moteur est en panne, ben, je veux que la voiture roule. Mon problème, c'est pas le moteur, c'est que je dois me déplacer. Je dois utiliser la voiture avec tous ses accessoires. Troisième chose, je vais donc axer vraiment sur les métiers avec tout ce qui est arrivé, tout ce que nous avons découvert, tout ce qui n'était pas dans le plan d'urgence, parce qu'on n'a jamais imaginé que ça pourrait arriver. Alors, le premier coup de bol qu'on a eu, c'est que l'attaque a eu lieu un vendredi matin, aux petites heures du matin. Donc, moi, j'ai été averti par la direction médicale de l'époque vers 5 heures matin, comme quoi nous avions une attaque informatique. Détecté la nuit très rapidement par une infirmière qui a trouvé que le logiciel Omnipront ne fonctionnait pas bien, qui a immédiatement prévenu l'informaticien de garde, qui a pris la décision sur lui de tout couper. Et ça nous a probablement sauvé de pas mal de choses. Aux petites heures, un vendredi, ça veut dire que, alors beaucoup d'attaques ont lieu le week-end ici, c'était une attaque qui permettait d'avoir pas mal de forces vives disponibles rapidement le vendredi. Aussi, très important, c'est que, comme ici, l'hôpital paye en 2 fois, les salaires et les congés payés avaient été justement envoyés la veille et donc payés à tous les prestataires la veille, ce qui avait été un fameux problème si l'attaque avait lieu avant le paiement des salaires. Donc, c'est quelque chose qui nous a finalement servi. On pourrait dire qu'au total, c'est vrai que cette attaque nous a bien aidé, en quelque sorte, pour nous moderniser aussi. J'ai tenu dans la fonction, puisque le coordinateur du plan d'urgence n'est pas un décideur dans l'hôpital, mais j'ai tenu un mapping, évidemment il ne faut pas essayer de le lire, hein, c'est juste une photo ici, dans cette idée de mémoire collective. Ça veut dire que j'ai répertorié tout ce qui était décidé, vu, activé, désactivé, tout ce à quoi, pendant les réunions de crise, tout ce qui a été évoqué, tout ce à quoi nous avons pensé. Et j'ai tenu ce mapping, c'est le deuxième, parce que j'avais déjà tenu un pour le Covid, en me disant, à un moment donné, importance de la mémoire collective, quand on ne sera plus là, beaucoup d'entre nous, il faut qu'on essaie d'éviter la répétition des problèmes, et puis qu'on puisse se souvenir, tiens, dans telle situation, qu'est-ce que nous avons fait? Ah oui, nous avons fait cela, ah, on n'y avait pas pensé. Yeah. Et donc, ça veut dire que du côté des métiers, oui, pour la dia, Chloé. Merci. Voilà. Du côté des métiers, on s'est retrouvé avec plus rien. Dans un monde où tout est interconnecté, on s'est retrouvé dans une difficulté majeure. Plus d'applications, plus de Wi-Fi, plus de téléphonie, plus d'office, plus de connexion, plus rien. Donc, on est quand même un hôpital avec un gros service d'urgence, beaucoup d'interactions. On s'est retrouvé à un moment donné plus de tenue de travail pour le personnel, plus de pointage possible. Or, pour ce point-là, on a vu l'expérience, je révoquerai après, on a vu l'expérience d'un autre hôpital qui avait dit attention, le problème du pointage va se poser très vite. Plus de PC, et puis tout ce qu'on n'a pas imaginé qui est arrivé dans la suite logique des choses. Donc, d'IA, on s'est retrouvé finalement un peu comme isolé sur une île. On s'est retrouvé perdu avec toute une limite au niveau donc de notre plan d'urgence. Oui, pour la DIA. Voilà, merci. Et ce qu'on pensait non imaginable est arrivé, alors que nos informaticiens disaient maintenant, on n'est même plus la question de savoir si on va être attaqué, c'est quand est-ce qu'on va être attaqué. On voit un peu les statistiques aussi de nos collègues français. Je pense qu'on n'est pas loin d'avoir une attaque d'hôpital par semaine. Et donc, on s'est retrouvé devant quelque chose d'énorme. Alors, on a, dès 5 heures au matin, donc moi j'ai reçu l'alerte. Premier paradoxe, le directeur médical me dit, bah, écoute, il faut convoquer la cellule de crise pour 7 heures. Donc, on utilise l'application Alarm Tilt. Mais dans la programmation, dans l'organisation de l'application, nous n'avions pas envisagé de convoquer avec un délai. C'était ou une préalerte, on prévient les gens qu'il se passe quelque chose, on était au courant, ou on les alerte, ils reviennent. Mais revenir dans 2 heures, on n'avait pas prévu ce scénario-là, mais grâce au système d'envoi d'SMS, donc j'ai pu contacter la cellule de crise en leur disant, il est 5h30, mais ne venez qu'à 7h pour qu'on constitue la cellule de crise. Donc c'était, oui, pour la DIA, merci. Et donc la question, c'était qu'il fallait riposter immédiatement. Et dans notre plan d'urgence, on a 4 grands points qu'on peut toujours guider la manœuvre. Un, pouvoir toujours introduire le patient dans nos systèmes parce que tout est ensemble et le patient qui est dans le système, on se fait tous les examens en sachant que le système allait être vachement compromis.
pouvoir disposer rapidement d'un dossier médico-infirmier, pouvoir assurer la sécurité des usagers, du personnel et communiquer. Et pour ce faire, on a, à l'époque, on s'est basé sur les 5 disciplines de secours en médecine de catastrophe. La discipline 1, qui est finalement sur les opérations de secours. La discipline 2, c'est tout ce qui est médical, c'est le soin, la guérison. La discipline 3, c'est tout ce qui est la police et la sécurité. La discipline 4, c'est tout ce qui est appui logistique. Et la discipline 5, c'est tout ce qui est information à la population. Oui, pour la DIA. Et donc, quand on regarde du côté premier secours, en prenant cette analogie avec donc l'extérieur, c'est pas innocent de prendre cette analogie parce qu'ici, on l'a appliqué dans le système informatique, on l'a appliqué dans le système hospitalier, mais si on avait une situation extérieure, genre un avion qui s'écrase ou un attentat, ben, ça nous permettrait d'avoir une certaine interface facile avec des disciplines de secours qui, eux, sont très organisées, très hiérarchisées. Contrairement à l'hôpital où la hiérarchie est surtout organisée sur des compétences et des diplômes, plus que sur des chefs et des sous-chefs. Donc on s'est rendu compte très vite qu'il fallait constituer la cellule de crise. On a une force dans cette expérience, c'est que la cellule de crise, nous l'avons réunie de nombreuses fois dans le cas du Covid, donc ça n'a pas été une grande surprise de réunir de nouveau la cellule pour un autre motif. Et puis on s'est rendu compte finalement qu'il y avait une action judiciaire qui comportait donc toute une série d'intervenants de très haut niveau qui ont porté leurs compétences. Là, une instruction judiciaire donc était instruite. Je n'ai pas d'éléments à apporter là-dessus, je ne vais pas le faire. Et puis on s'est rendu compte finalement qu'on n'avait pas un inventaire des machines. C'est un peu paradoxal, mais ben voilà, parce que de tout temps, ben, on ajoute une machine ici, on ajoute une machine là. Et puis finalement, l'informatique s'est rendu compte qu'ils avaient un pool de machines énorme, et à la limite, on ne savait pas ce qu'il y avait dans les machines. Or, c'est l'informatique qui a les droits administrateurs pour mettre des programmes dans les machines. Alors, on a dû lutter aussi très rapidement sur le je veux, j'exige, qui caractérise pas mal de personnes, notamment dans le monde médical. J'ai besoin, je veux, j'ai besoin tout de suite, et je demande qu'on m'ouvre le Wi-Fi pour que je puisse faire ceci, que je puisse faire cela. Non, 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 c'était niette. On n'ouvrait plus rien, tout était fermé, et donc c'était relativement compliqué. L'identito-vigilance, à partir du moment plus d'informatique, plus de vignettes, donc on est passé dans une formule écriture. J'avais déjà proposé il y a un petit temps, avant, dans quelques idées, mais tout ça est toujours tenu à des budgets, j'ai déjà proposé qu'on puisse avoir des imprimantes et des PC hors ligne qui permettent, avec un layout type de vignette, pouvoir dactylographier des vignettes, pouvoir les coller sur les documents, même si elles n'ont pas de liaison avec le système informatique, mais au moins on augmentait la prudence vis-à-vis de l'identito-vigilance. On a quand même une clientèle dont les noms sont parfois composés plus de consonnes que de voyelles, et donc la moindre erreur peut être très préjudiciable au dossier du patient. Et plus tard, quand il va falloir, ce qu'on a commencé à faire, réintroduire les dossiers papier les numériser pour les réintroduire dans le dossier numérique du patient, on s'est retrouvé confronté à une série de patients dont on n'était pas sûr du nom, de la date de naissance, et c'est un homonyme, est-ce la même personne qui a deux dossiers? Bon, ouais, vous pouvez tous imaginer. Tout ça, on n'avait pas vraiment envisagé avant. On avait bien une formule aux urgences dans le temps. On savait sortir les vignettes le temps dans un backup la nuit des systèmes applicatifs, mais ça n'a pas été évoqué. Donc ça, on en a déjà tiré un fameux enseignement. Et donc les applications aussi mal listées. On avait prévu dans le plan d'urgence un plan de réinstallation des applications, et puis on s'est rendu compte qu'il était complètement bidon, parce que la réalité théorique qu'on avait conçue il y a 2-3 ans ne correspondait pas du tout à la réalité de ce jour-là. Et finalement, à qui fallait-il donner les priorités? Oui, le patient, ok, mais la facturation est non négligeable. Qui dit facturation dit possibilité de tarifier. Qui dit donc inventaire des actes, tout ça, qu'est-ce qu'on va faire? Accès à l'imagerie, accès au dossier du patient, à l'écriture. Tout ça, subitement, devenait super compliqué. Et chacun y allait dans son département de « moi, j'ai besoin absolument de ceci, je suis prioritaire, j'ai besoin de cela, j'exige et je veux ». Ça ne s'est pas passé comme ça. Le yaka et faucon, c'est un des premiers pièges sur lesquels il ne faut pas tomber. Et c'est de la force de la direction de l'institution de prendre ça en compte et d'utiliser la cellule de crise hospitalière comme le nœud par lequel passent toutes ces demandes. Et puis, hors de question de contacter directement l'informatique en disant hey, « copain, passe-moi un peu une machine ». Moi, j'ai entendu une personne qui disait « on n'a qu'à distribuer 1500 portables ». D'accord, et on met quoi dans le portable? On met Word et puis c'est tout, on met un jeu, s'occuper, un jeu de cartes.
il y a une notion de réseau. Et ça, c'était très compliqué de faire comprendre aux gens qu'on était parti pour une galère qui allait galérer, qu'on était loin de l'ordinateur de la maison, il suffit de désinstaller et réinstaller le programme. On était vraiment dans un processus très compliqué. Pour la DIA, s'il vous plaît. Alors, au niveau médical, évidemment, ben, c'est un peu c'est le core business de l'hôpital. Plus d'accès à l'archivage, donc plus d'accès à des dossiers sensibles. Je dis, oui, on s'en fout un peu. Ben non, parce que dans des dossiers sensibles, il y a des dossiers de type oncologie. On suit des cancers, des patients qui ont des situations très compliquées en hématologie, des gens pour lesquels on a vraiment besoin d'avoir le passé pour comprendre le moment. Alors, on a développé des machines à écrire. On s'est dit, si on demande au médecin de devoir commencer à écrire à la main leur dossier, et tout dire, c'était très compliqué. Moi, j'ai vu des réactions de gens qui disaient, qu'est-ce que je dois faire avec cette feuille? Ben, c'est le dossier. Comment c'est le dossier? Vous savez, la génération des plus jeunes, ils sont nés avec des ordinateurs devant les yeux. Quand on leur dit, il y a papier, même si les rubriques sont déjà mises, moi, j'ai vu une personne qui dit, et quand la feuille est pleine, ben, attends, prends une deuxième, et tu complètes la deuxième feuille. Ah bon? Alors, qui dit machine à écrire disait dictaphone. On n'a plus de dictaphone, on a recherché des vieux dictaphones d'antan avec des cassettes et des casques audio. C'était fantastique, ça. Il fallait réorganiser les consultations. Là, on a une chance, c'est que le responsable du DPI faisait des backups spontanés des agendas. Donc, on a pu réimplanter les agendas assez vite. Le dossier médico-infirmier, sur l'autre site, ils avaient un dossier déjà préétabli papier. Ce serait une des grandes leçons, hein, ne pas mettre tout dans le sac, le même panier informatique. Parce que quand il n'y a plus, il n'y a plus. Donc, on avait un dossier papier, il fallait l'imprimer, mais j'y reviendrai. Les chariots de soins connectés, ben, ils n'étaient plus connectés. Alors, le Continuity, c'est une application qu'on a qui est censée donner le traitement, enfin, quelques éléments importants du patient, de chaque patient dans les 30 minutes qui précèdent un événement. Toutes les 30 minutes, c'est renouvelé, ce qui permettrait d'être imprimé, d'avoir une base papier pour démarrer pour chaque patient, son traitement et les grands points médicaux qui ont été évoqués dans sa situation médicale. Ça a marché plus ou moins bien parce que ça tient quand même au service informatique. Et à partir du moment où on a coupé, ça devenait compliqué. Oui, pour la DIA. Voilà. Alors, grosse difficulté d'imagerie médicale. La consultation des clichés a commencé à poser un problème puisque les capacités des écrans en imagerie médicale n'est pas du tout la même que l'écran lambda que nous avons aussi devant nous. Ça a posé un problème où les médecins devaient se déplacer pour venir voir les clichés de leurs patients, notamment en traumatologie. Et finalement, aussi, gros problème pour stocker toutes ces données. On n'avait plus de point de stockage. Donc, c'était un peu la mère panique. Et puis, on n'avait pas accès, évidemment, à l'imagerie ancienne. Et on ne savait pas à ce moment-là si on était piraté au point d'avoir volé des données et au point d'avoir perdu, enfin, l'étendue de ce que nous avions perdu. Ce n'était pas encore du tout à ce moment-là qu'on savait le dire. Une solution qu'on a trouvée qui n'était pas trop mal, on a mis un assistant de chirurgie devant les écrans, devant les consoles en imagerie, et c'est lui qui faisait l'analyse des clichés en imagerie et qui transmettait au patron orthopédiste, par exemple, voilà, j'ai vu le patient lambda, ben, il a bien une fracture trimalléolaire, je confirme, bon, ok, ben, on va pouvoir entamer un traitement. C'est pas les techniciens de radio de le faire, et les patrons ben, ont autre chose que de faire la navette entre le bloc-op et la salle d'eau et l'imagerie pour aller voir les clichés de leurs patients. C'est pas évident. Donc, on a quand même trouvé là une solution pas trop mal. On a eu pas mal d'aide aussi et de support dans le réseau hospitalier. Franchement, dès le premier moment, nous avons eu des appels multiples disant voilà, qu'est-ce qu'on peut faire pour vous aider. Merci beaucoup, mais on ne sait pas encore très bien comment on peut nous aider dans la situation où nous sommes. Au niveau le labo, même chose. Le problème des automates, le problème du suivi des résultats. Le temps que les résultats se fassent, le patient n'était peut-être aux urgences, il fallait retrouver le patient. Et aux urgences, ah, mais ce patient-là, oh, mais il est parti, il y a une heure, il est parti. Écoute, je ne sais pas très bien. Ah, non, il est retourné à la maison. Qu'est-ce qu'on fait des clichés, qu'est-ce qu'on fait des examens de labo? Comment est-ce qu'on va les communiquer? La téléphonie est compliquée, donc il faut prévenir les médecins généralistes qui n'ont plus accès aux bases de données depuis l'extérieur. C'était aussi très compliqué, notamment en identito-vigilance. Pas question de se tromper dans les tubes. Les automates ne fonctionnaient plus. Et donc, le système informatique déconnecté faisait que ben, c'était la rame au labo. Le labo est très dur. Le labo est un des services, parce qu'il y en a eu d'autres, évidemment, qui a eu beaucoup de difficultés à retomber sur ses pattes. Parce que faute de procédures automatisées, il fallait renoter les résultats, transmettre les résultats, retrouver les patients, faire suivre les bons résultats aux bonnes personnes.
signaler les résultats laboratoires anormaux qui auraient pu être préjudiciables aux patients. Oui, pour la DIA. Je fais vraiment encore résumé parce que sinon on pourrait passer la journée. Bloc-op, le premier, le planning du bloc-op explosé, facturation, on n'y pense plus, l'imagerie médicale, pas d'accès, dossier propre du patient, pas d'accès. Donc, il fallait quand même garantir la sécurité des patients et ce qui a nécessité, donc, vraiment le travail beaucoup des médecins, du personnel support, des assistants, pour préparer au mieux, c'est de récupérer un maximum de données. En stérilisation, si vous avez un monde hospitalier, vous savez combien c'est compliqué. Il y a plein d'obligations légales de contrôle, de validation. On s'est retrouvé devant donc, des machines qui ne voulaient plus fonctionner. On avait une imprimante qu'on aurait pu faire fonctionner, puis on s'est aperçu que c'était une imprimante d'un modèle mérovingien. Il fallait encore une connexion, une prise. Aujourd'hui, on dit USB. À l'époque, c'est une prise qui faisait 5 cm de large avec une multifiche. Plus personne n'avait ça. Donc, moi, j'en avais dans la maison et je venais de l'acheter en me disant ça ne servira plus jamais dans le monde actuel. Donc, on a ramé pour trouver un câble de cette époque-là pour faire fonctionner. Et puis, on a installé du personnel infirmier, je vais dire surnuméraire, puisqu'à un moment donné, il y a des gens qui n'avaient plus d'activité de faute d'informatique. On a installé des infirmiers et des soignants devant les consoles de stérilisation pour surveiller les processus de stérilisation, pour être sûr que tout soit stérilisé dans les règles. On savait le voir sur l'écran des machines, mais on ne savait plus l'imprimer, on ne savait plus la tester. Et le contenu des boîtes, toutes les boîtes, parce que chaque médecin a un peu ses spécialités, donc fatalement, donc les boîtes, on n'avait plus les listings des boîtes, on a dû reconstituer des listings, et on a une chance énorme, c'est qu'une de nos infirmières chefs d'unité en stérilie avait quitté pour un autre hôpital quelques semaines avant, elle avait conservé un fichier ancien, certes, mais du contenu des boîtes d'instruments, ce qui a permis de retomber sur ses pattes. Et bien expliquer au médecin, ne criez pas si ce n'est pas exactement la bonne boîte avec la bonne pince. On fait tout ce qu'on peut pour que vous ayez l'outil permettant de travailler au mieux. Pharmacie, même chose, gros problème de tarification, identité en vigilance, comment distribuer. On avait des automates au niveau des urgences et des soins importants, comme les soins intensifs. Les automates ne fonctionnaient plus fatalement. Donc, il fallait faire tout ça manuellement. Le flux des urgences aux patients, super compliqué. C'est déjà compliqué en temps normal, les flux sont importants, mais donc rédiger, papier, écrire, c'est compliqué. Le suivi des examens, le patient part en radio, il revient, ah oui, mais les résultats de radio ne suivent pas, on ne les a pas. Comment est-ce qu'il faut faire? Tout ça, on n'avait jamais imaginé qu'on irait jusque-là. La dia suivante, s'il vous plaît. Alors, soit appelé à la discipline 3, la police des lieux. Très rapidement, la police de Namur et la police de Sambreville, évidemment, j'ai des liens privilégiés avec eux. J'ai moi-même enseigné à l'école de police, je suis un enseignant d'ici. Et donc, j'ai beaucoup enseigné à l'académie de police, donc je les connais tous. Je suis en cellule de sécurité des villes et des communes concernées. Donc, tout de suite, les cadres m'ont appelé en disant, est-ce que tu as besoin d'aide pour ton hôpital? Ben, j'ai dit, pour l'instant, non. Mais je ne sais pas encore déterminer. Les accès ne savent pas être contrôlés facilement. Les parlophones, les ascenseurs, plus d'alerte dans les ascenseurs, puisque ça se transmettait par Wi-Fi, plus de Wi-Fi. La gestion donc les saltos, donc ils sont ces petits batchs, je le mets quelque part dans l'écran, enfin vous le devinez, vous en avez chez vous certainement. Les saltos n'étaient plus opérationnels, donc on ne savait pas. Enfin, s'ils étaient opérationnels sur des bornes automatiques, mais on ne savait plus les actualiser, donc on ne savait pas enlever les gens qui partaient et on ne savait pas ajouter les nouveaux. Et on a un nouveau service d'urgence et on avait bien dit à tous les médecins notamment, passez par une borne principale pour que vos saltos soient actualisés pour pouvoir accéder aux urgences. Beaucoup n'y sont pas allés et se sont trouvés devant porte close, ne sachant pas ouvrir. Et puis, on a eu un stress énorme, ne sachant pas, enfin, on savait que les saltos avaient du fait que les gens l'activaient régulièrement, les mises à jour se faisaient, mais à un moment donné, on s'est dit, les mises à jour vont plus se faire, les saltos vont se bloquer. Et donc, c'était compliqué. Et les saltos tenaient au pointage. Ça, je vais y revenir. Vidéosurveillance, donc terminé. Toutes les centrales télésurveillance, les centrales, notamment incendie, détectaient, mais ne transmettaient plus. Les jauges de gaz continuent à fonctionner, mais ne transmettaient plus l'info. Donc, il a fallu organiser une vigilance accrue au niveau de l'incendie, détecter le moindre problème, détecter les problèmes de frigo. Tout le matériel, le parc biotechnique ne savait plus être contrôlé. Donc, les techniciens du biotechnique ne savaient plus gérer les machines, avoir le passé de la machine, avoir les contacts avec les fournisseurs, puisque plus d'Internet.
etc. Matériaux-vigilance, exactement. Plus de documentation sur les équipements, plus d'accès au parking. La sécurité était renforcée par un service atteint de gardiennage, heureusement. Ça a été chaud. Toutes des petites choses auxquelles on n'avait pas pensé, auxquelles on se confrontait. On n'a jamais imaginé qu'un jour les Saltons ne nous permettraient pas d'accéder à nos locaux. Voilà. Et tout ça tenant évidemment par des lignes téléphoniques. Je vous reparlerai peut-être après, mais on est dans un débat actuel, se demandant est-ce qu'on ne doit pas revenir vers une téléphonie analogique, ou en tout cas au doubler le système, parce que le tout IP, on se rend compte aujourd'hui que c'est un problème. Quand ça casse. Oui, il l'a dit, hein. Alors, donc facturation, tout ce qui est logistique, le support, facturation, plus de facturation possible. Or, c'est le nerf de la guerre. Si on ne facture pas, l'argent ne rentre pas. Et on avait besoin de beaucoup d'argent parce qu'il fallait réparer les structures. Donc là, il y a un déséquilibre qui, aujourd'hui, on en porte les cicatrices. Hein, comme beaucoup d'hôpitaux, c'est très difficile, mais on fait de gros efforts. Les salaires, on savait l'expérience des autres attaqués qu'il y a des gens qui bidouillent. Donc, il y a des gens qui arrivent en retard au boulot, sachant qu'il n'y a plus de pointage. Il y en a qui partaient plus tôt, mais celui qui faisait 2 heures en plus, n'était pas pointé non plus. Donc, très rapidement, là, j'avais eu la faute d'autres collègues, donc j'ai tout de suite proposé que le service des ressources humaines mette en place un système d'encodage manuel des prestations, de vérification par les chefs d'unité, chefs de service, et d'une validation de façon à ce qu'on puisse très rapidement payer les salaires. Mais on savait qu'on allait payer les salaires de base, et que tout ce qui était inconfortable, les heures et les week-ends et tout ça, les heures de nuit, serait payé, régularisé après. C'était impossible de tout faire d'un coup. Prévenir les assurances. On n'a pas d'assurance contre la cybercriminalité. On a regardé après pour en avoir une, on peut laisser tomber. Il y a tellement de critères à pouvoir prouver que finalement, quand on dit non à tous les critères, l'assurance coûte un pont. Par contre, prévenir les assurances des médecins, parce que leur responsabilité peut être engagée en cas de problème survenant, parce qu'ils n'avaient plus accès au dossier du patient, plus accès aux bonnes informations. Les banques, la banque nous a bloqués, non pas en paiement parce qu'on avait de l'argent, mais nous a bloqués de peur que notre système contaminé ne contamine le leur. Donc, il fallait payer les fournisseurs. On a dû mettre en place une personne de confiance avec une espèce de double identification, donc qui pouvait dire à la banque, voilà, tel fournisseur, tel montant, vous le payez avec ce code-là. Alors, facturation, donc, oui, pardon, j'ai oublié de dire pour la dire, mais merci de l'avoir mis. Donc, les plannings, prestations, les chèques repas et tout ça, ils sont calculés sur base des salaires, donc il n'y avait plus rien. Oui, pour la DIA. Et donc, le service des marchés qui est censé faire des achats, ça devient très compliqué. Énormément de fournisseurs fonctionnent par Internet. Alors, on a essayé de lister les fournisseurs, je vais dire, un peu plus compliants, si un retard de paiement n'était pas un préjudice pour eux. Puis, il y a les fournisseurs, c'est au doigt à l'œil, à la minute qu'il faut, il faut payer. Donc, le service a dû mettre en place, savoir qui ont payé d'abord, en disant que les autres seraient payés, mais peut-être avec un peu de retard. Et puis, alors, les systèmes automatisés par Internet ou courrier ne fonctionnaient plus. Donc, il a fallu repasser parfois par un mode courrier simple ou fax, mais on n'a plus vraiment de fax dans l'hôpital. Maintenant, on a eu moins de soucis, par exemple, avec le linge, mais je vais y revenir dans un instant. Donc, tous les workflows permettant la gestion des paiements et tout ça a été suspendu. Et puis, il fallait pouvoir contrôler aussi les factures à payer. Est-ce que le service a été bien fourni? Alors, tout ça se faisait automatiquement, maintenant pas. Donc, il n'est pas question de payer sans contrôle. Mais tout ça, on n'avait jamais imaginé qu'un jour on devrait le faire. Voilà, pour la dia suivante. Voilà, alors, au niveau du linge, oui, on peut jamais de la dia suivante, ce sera la partie de gauche, voilà. Alors, on s'est rendu compte au niveau du linge, nous avons un automate, nous avons un autovalet. Peut-être que vous l'avez chez vous. Si vous ne l'avez pas en 2 mots, l'autovalet, c'est une fente. Donc, vous introduisez vous passez votre batch et par la fente, la machine vous donne la tenue qui correspond à votre fonction. Donc, plus de tenues. Il a fallu que le service de lingerie mette à disposition des tenues sur des cintres, sur des supports mobiles à l'extérieur du service. Morale, des gens ayant peur de on ne sait pas quoi, prenaient 3 tenues d'un coup, au cas où, et surtout ceux qui faisaient la nuit, si le patient vomit sur moi, il me faut une tenue, et donc il n'y avait pas de tenue pour tout le monde, donc ça a dû être géré aussi. Sur la porte d'en face,
c'est la même chose. Les gens déposaient leur tenue dans une housse bleue, une housse individuelle qui est prise en charge par l'ordinateur. Plus d'ordinateur, on ne sait plus où étaient les housses. Il a fallu chercher housse par housse dans l'énormité du système pour savoir où se trouvait l'événement de chacun. Et donc les gens repartaient après avec leur housse dans leur service et certains se changeaient dans leur service. Vous imaginez en termes d'hygiène et d'organisation, c'est pas simple non plus. Par contre, tout ce qui est dotation drap de lit, à l'aise, oreiller et tout ça est d'une manière automatique. Nous sommes livrés d'une manière automatique par des chiffres standardisés. Et donc là, on a eu très peu de problèmes. Gestion des colis. Attends, reculer un petit peu, voilà, merci. Gestion des colis, où arrivent les colis? On n'a plus de traçabilité. À qui est destiné les colis? On n'en sait rien. Il faut chercher d'après les éléments, alors qu'avant c'est informatique. La poste, il fallait, la poste, il fallait aller déposer les colis à la poste. Ça a été très compliqué. Les plans d'infrastructure de l'hôpital, tous les plans architecturaux, nous avons eu un coup de bol aussi. Le responsable directeur technique avait fait quelques mois avant une sauvegarde sur un support externe des principaux plans architecturaux. C'est ce qui est déconseillé d'utiliser en matière de sécurité informatique, d'utiliser des supports externes. Mais ici, l'ayant fait, ça a sauvé nos plans architecturaux, ce qui permet d'envisager les plans des travaux à venir, tout ce qui doit encore être fait. On n'est pas reparti de zéro. Sinon, on repartait de zéro, on n'avait plus aucun plan architectural de l'hôpital. Donc, il faut bien envisager de sauvegarder ces matières-là aussi, même si ce n'est pas du médical au sens soin. Pointage, j'ai dit, planning. Les plannings de travail vérifiés par les chefs d'unité, très compliqué. Tenir compte des desiderata qui étaient informatisés mais qui n'étaient plus accessibles. Donc. Mais là, on a vraiment une belle compliance du personnel, franchement. Mais je vais y revenir. Dia. Alors, la communication, ça a été une des choses aussi les plus compliquées. Communiquer sans dramatiser vers les collaborateurs, vers les utilisateurs, vers les autres hôpitaux, bien prévenir le 112 que nous avions des problèmes au départ. On a trouvé des solutions organisationnelles, mais prendre un polytraumatisé dans les premiers moments, c'était très compliqué, puisqu'on n'avait plus d'imagerie médicale, on n'avait plus de certitude pour le bloc-op, on n'avait plus de certitude pour la stérilie. Donc, ces patients étaient transférés vers d'autres institutions qui ont aussi été très compliantes parce qu'ils ont accepté d'avoir une surcharge de travail à cause de nous, comme nous le ferons si ça leur arrive. Voilà. Les rumeurs, il fallait absolument bien communiquer parce que c'était... Il y a des gens qui allaient du genre, on n'allait plus être payé, que ça allait coûter tellement cher, nous n'allons plus avoir de salaire, enfin, des trucs un petit peu hystériformes, c'était compliqué. La communication. J'avais proposé, il y a des mois, qu'on achète une cinquantaine de smartphones. On m'a dit, allez, t'exagères, une cinquantaine de smartphones. Allez, franchement, non. On en a acheté près de 150. Et alors, les acheter... La carte SIM qu'on met dedans n'est pas le problème. C'était trouver le modèle le plus simple, le plus basique. On a écrémé tous les fournisseurs et vendeurs de téléphones à 50 km à la ronde pour trouver ces fameuses 150 pièces d'un téléphone vraiment basique. Ce n'est pas des iPhones, vraiment le truc de base. Et oui, ok, on a le téléphone, mais alors il faut une liste. On n'avait jamais envisagé ça non plus. C'est très bien avoir un téléphone, s'il n'y a aucun numéro dedans. Personne ne s'est téléphoné à personne. Donc, on a dû constituer des listes de secours, de téléphones, pour que moi, les gens puissent en interne communiquer entre eux. Et puis, alors, tout ce qui est extérieur, comme on était coupé, tout ce qui est obligation au niveau des assurances, au niveau de l'INAMI, donc la sécurité sociale, au niveau du réseau wallon de santé, tout ça a été coupé. L'ONSS, on a demandé à l'ONSS, donc les lois sociales, pour ceux qui ne sont pas familiers avec ces abréviations-là, on a demandé à l'ONSS un report momentané de paiement. Ils nous ont répondu, après une très courte réflexion, écoutez, nous n'avons pas accepté ça pour... Je fais un gros résumé. Nous n'avons pas accepté ça pour les autres, nous n'acceptons ça pas ça pour vous. Vous devez payer, point barre. Donc, ça a compliqué la situation. Alors, la communication vers les médias, très compliquée, parce que les gens attendent de l'info, mais on ne peut pas mentir. On a d'abord dit oui, mais nous n'avons pas perdu de données, on ne nous a pas volé de données. Puis si, on nous a volé des données. Où sont-elles? Elles sont sur le dark web. Ah oui, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Donc l'hôpital a déposé plainte en bonne et due forme. Moi personnellement, j'ai déposé plainte aussi à la police. Mon fils est officier de police. Ça a un peu aidé. J'en ai parlé avec un juge d'instruction parce que vol de données. Si quelqu'un va à Lille en France acheter un lave-vaisselle en mon nom, c'est moi qui vais le payer si l'usage est frauduleux et s'il a toutes mes données.
Bon, il ne s'est rien passé, en tout cas, je n'ai pas de la vaisselle qui traîne en France. Donc la gestion de l'information, donner les bons messages, sans dramatiser. Les gens âgés ne sont pas familiarisés avec les réseaux sociaux, donc il a fallu téléphoner à plein de monde. Donc là, on a dû reprendre du personnel, réattribuer les fonctions du personnel. Téléphoner aux gens, aux usagers, dire, vous avez rendez-vous, mais ne venez pas, on vous rappellera. Et des gens qui rappellent en disant, vous ne m'avez pas rappelé. Oui, mais si, on va vous rappeler. Tout le monde ne regarde pas Facebook. Voilà. Oui, pour la dire. On arrive au bout, voilà. En conclusion, que dire? Je peux encore parler des heures, hein, mais ici j'ai vraiment survolé au mieux. On ne s'est pas tout imaginé dans le plan d'urgence. D'ailleurs, la partie informatique du plan d'urgence, nous sommes seulement en train d'envisager de la réécrire. Nous attendons le débriefing. Le débriefing, on l'avait envisagé au mois de septembre maintenant, mais la direction générale ayant changé, ben, il faut que le nouveau directeur prenne ses repères, ce qui est légitime, et donc on l'a postposé encore un peu. L'alerte précoce, ça, c'est vraiment l'atout. Le plus vite possible, ne pas attendre. On sait qu'ils attaquent les week-ends tous les nuits. Il faut un processus, un algorithme où on puisse très rapidement prévenir qui de droit, très vite constituer la cellule de crise, prévoir des plans B. On a commencé à rassembler tous les plans B et on est assez surpris de gens qui ont constitué des plans B un peu sans le dire. Puis il y a des services comme besoin d'informatique qui fonctionnent sans. Mais l'idée maintenant, c'est de rassembler tous ces plans B, c'est de les standardiser et se faire en fait une bibliothèque de documents papier. Dire, OK, on est attaqué, voici ton dossier grand, voici tes bons de radio, voici tes demandes, voici tes étiquettes, voici ce qu'il te faut. Et puis, 24-48 heures, et puis on organisera la riposte en fonction de. Ne pas avoir peur de partager, de recevoir des retours d'expérience des autres. Il y a aussi des mois. J'avais proposé via mon collègue ici qui s'occupe de la sécurité de l'information qu'on contacte les gens qui ont été attaqués, qui nous disent un peu de trucs et ficelles, sur quoi tu as buté, qu'est-ce que tu aurais dû, t'as fait, tu n'aurais pas dû, et dans quelle heure, par exemple, tu as remis tes applications en ordre. Et puis, finalement, ça n'a pas abouti. Certains ne veulent pas partager en disant, ben, oh non, il y a un secret d'instruction. On ne demande pas des secrets policiers, on demande juste des échanges de trucs et ficelles. D'autres ont peut-être eu peur d'échanger parce que ça mettait peut-être en évidence des lacunes qu'on n'a peut-être pas envie de montrer. Nous, on avait plein de lacunes et on les voit maintenant. Écoutez, et c'est en avançant comme ça qu'on va pouvoir s'améliorer. Et ne pas mettre tous ses œufs dans le même panier. Le tout à l'informatique qu'on vit aujourd'hui est dangereux parce que qu'il n'y a plus, il n'y a plus. Et je pense qu'il faut garder des supports, des alternatives. J'ai dit la téléphonie, on envisage maintenant, est-ce qu'on ne tournerait pas vers une téléphonie analogique? En fait, le câblage existe, hein, il suffit de remettre des appareils et une petite centrale et pouvoir communiquer. Alors, il faut souligner la résilience du personnel. Franchement, il y a des équipes qui ont bavé, il y a des gens qui ont souffert, il y a eu des départs, après ça, il y a des gens qui ont très mal vécu, mais globalement, on a une belle solidarité. Ça a créé du lien, c'est assez paradoxal, ça a créé du lien parce que on est obligé de marcher, d'aller vers les autres pour porter une feuille ou chercher une feuille. On est obligé de rencontrer les autres, de voir où ils habitaient. Franchement, dans des boîtes comme ici, il y a tellement de bureaux qu'on parfois on découvre, tiens, à tel endroit, je ne l'avais jamais vu. Voilà, et tout ça fait partie de quelque chose de bien. Maintenant, il ne faudrait pas qu'on ait autre chose qui arrive. Après le Covid, après l'attaque informatique, après l'accréditation, maintenant le personnel doit souffler, il faut que les gens retrouvent un équilibre. Et là, le rôle de la com et le rôle de la direction est très important dans son rôle moteur. C'est un autre débat et on pourra prolonger. Pour la dernière, s'il vous plaît. Et je cite ici chaque fois, enfin, tout le monde pourrait le citer, Jean-Bernard Gillet, le docteur Gillet, professeur Gillet, qui était mon mentor très longtemps, dit le temps qui passe nous éloigne de la catastrophe et nous rapproche de la suivante. C'est plus une palissade, mais c'est tellement évident. Et la fonction de coordinateur de plan d'urgence, elle évolue très fort pour l'instant, parce que les petits risques qu'on avait dans le temps sont devenus aujourd'hui une multitude de risques auxquels nous sommes confrontés. Voilà. J'ai essayé de ne pas trop traîner. Je vous remercie de m'avoir entendu. C'est vraiment un brossage très rapide. Et puis, si tu as des questions, je suis à l'écoute. Merci.
Merci Didier pour votre intervention. Avant de laisser la main à Tony, je me disais que ce serait peut-être intéressant éventuellement de demander à l'audience si vous avez des questions particulières, voilà, tant que l'information est, on va dire, bien fraîche. Si jamais vous avez des questions à poser à Didier Stukens, n'hésitez surtout pas. Voilà, encore une fois, on est là, il suffit tout simplement de déverrouiller votre micro et de lui poser vos questions. Je me lance, si vous m'entendez. Oui, on vous entend Oui, très bien. voilà, moi c'est Philippe Champ, donc je suis coordinateur du plan d'urgence de l'hôpital Bruckmann à Bruxelles. Bonjour Philippe. Merci Didier pour cette présentation très complète. Je vais mettre ma caméra, voilà. Donc en fait, je voulais, je compatis à ce que tu as vécu. Donc nous à Bruckmann, nous avons vécu ce que j'appelle une toute petite panne informatique qui a principalement impacté le laboratoire. Et comme tu as dit, c'est un élément super important au niveau d'identitovigilance. Il y a des jours où on a sué des grosses gouttes quand il a fallu transfuser en urgence des patients, patientes. Et alors, les repas, ça paraît tout bête, mais les repas dans un hôpital, ben, on imagine bien qu'il y a sans sel, C'est pas avec abordé, sel, mais voilà. Mais repas et diététique, hein. Très compliqué. c'est une complexité déjà très importante. Alors, j'ai vraiment une question que je voudrais poser. Donc, moi, je suis aussi en plein dans le plan d'urgence informatique de mon hôpital. Et je voulais savoir, avec le retour que tu as, est-ce que, selon toi, un hôpital est assez armé? Bon, ça dépend de chaque service informatique, mais j'imagine que la situation dans les hôpitaux en Belgique est plus ou moins la même partout. Est-ce qu'un hôpital est assez armé pour pouvoir faire son plan informatique seul, ou est-ce qu'il a besoin de consultance pour définir vraiment ses besoins, pour réaliser des exercices cyber? Donc, un petit peu voir, toi, où est-ce que tu en es là-dessus, parce que nous, on se pose la question, on dit, voilà, moi, j'en suis arrivé à ma conclusion, on dit, voilà, les applications les plus importantes qu'on doit remettre en route en premier. Et voilà, le bon vieux papier, moi, j'ai préparé mes fardes et j'en suis arrivé à la même conclusion de toi. Mais maintenant, au niveau de l'infra, donc vraiment l'infra informatique, est-ce que vraiment un service informatique d'un hôpital est assez armé pour pouvoir faire un plan? Et j'ai eu encore un séminaire hier d'une société de consultance informatique qui disait que les hôpitaux belges étaient les plus attaqués en Europe, quoi. Voilà. Oui. Pour aider à cette question, j'avais anticipé cette question et à côté de moi, vous pouvez voir à l'écran Bastien Ducarme, qui est un des deux conseillers de la sécurité de l'information chez nous, et lui il va répondre mieux que moi à ça. Oui, voilà. Bonjour à toutes et à tous. Donc, j'arrive un petit peu comme ça. Pour répondre à votre question, est-ce que les hôpitaux sont suffisamment armés? Je ne suis pas dans chaque hôpital, donc je ne peux pas savoir évidemment la situation de chacun, mais quand j'entends vis-à-vis de mes collègues, j'ai l'impression qu'effectivement, les hôpitaux ne sont pas vraiment armés et que notamment ça passe effectivement par de la consultance externe. Au bout d'un moment, je veux dire, ça ne fait pas partie des habitudes des hôpitaux de subir des cyberattaques. Là où les professionnels dans le secteur, eux, sont vraiment habitués et peuvent véritablement apporter une plus-value. Donc pour moi, il n'y a pas vraiment le choix. Il faut faire appel à de la consultance externe avec des gens qui ont vraiment les compétences pour ça. Il y a pas mal d'exemples, notamment nous, enfin, selon moi, ce que le CHR aurait pu être fait, c'est notamment par rapport à la gestion de la crise, peut-être faire plus appel à la consultance externe. Dans sa continuité, ce qu'on a aussi envisagé, c'est par exemple faire des exercices type tabletop et vraiment de soumettre la direction à des simulations de cyberattaques pour qu'ils puissent déjà un peu mieux, eux aussi, se préparer. Mais voilà, pour moi, ça fait partie notamment des principes de la cybersécurité. On l'entend de plus en plus. Pour avoir une bonne cybersécurité, il faut vraiment partir du principe qu'on est déjà cyberattaqué. La question n'est pas de savoir si on va se faire cyberattaquer, c'est de savoir quand. Et ça va arriver prochainement, c'est sûr et certain. Enfin, voilà. Il y a une réalité, c'est qu'un hôpital, c'est difficilement se payer le super spécialiste en cybercriminalité au salaire hospitalier. Il y a beaucoup plus d'avantages divers d'aller dans une boîte, genre une banque, pareil, qui sont de vrais coffres-forts. L'hôpital, ah non, excusez-moi, mon rhume qui revient. L'hôpital a toujours été aussi comme un lieu de soins, sacré, sacralisé. C'est une réalité qui est largement dépassée. Est-ce que, Philippe, ça répond à ton
ta question? Parfaitement, merci beaucoup. Et si je peux juste encore poser une petite question, les C'est 150... payant maintenant. Ah oui, mais on s'arrangera. Ça va. Donc, les 150 GSM que tu as dû acheter, c'est pour la communication interservice? Essentiellement, oui. Oui. On a acheté par vagues successives. On a dit qui a besoin d'un GSM. On a commencé par les services critiques. On est parti, en fait, un raisonnement tout bête, mais on n'en veut pas d'autre. On est parti du patient grave aux urgences. Qui doit être prévenu? Les urgences, l'imagerie médicale, le bloc opératoire, les soins intensifs, le labo. Et puis, on a ajouté un peu un arbre comme ça, des feuilles, des branches. Oui, mais le labo, il y a ceci. Les soins intensifs, il y a cela. Et petit à petit, on a dit, OK, mais les gens dans les étages doivent pouvoir aussi appeler. Parce que la grosse difficulté, c'est ce que nous on appelle le 4x6, donc c'est l'urgence interne. Il n'y avait plus d'urgence interne. Donc, il a fallu mettre en place des téléphones. Donc, on a fait atelier protégé avec la direction. On a acheté les téléphones, on a acheté des sacs en plastique. On a mis le téléphone dans le sac en plastique avec le code PIN, parce que c'est pas tout un téléphone, il faut la carte, le code PIN. Et on a fait une liste que j'ai toujours de téléphones. Et les gens avaient la liste papier, disant si je dois appeler telle unité, c'est tel numéro de portable. Voilà. Et puis après, il a fallu les récupérer, les téléphones, que c'est fini. Et maintenant, je suis dans un autre combat que plein de guillemets, c'est que j'ai dit, ne laissez pas les téléphones dans une caisse. Il faut qu'on achète maintenant des chargeurs multi-places, parce que le jour où on est de nouveau attaqué, s'il faut 3 heures pour charger tous les téléphones, eh ben, ça va servir à rien. Il faut que les téléphones soient tout le temps opérationnels. Et donc, le truc, ce sont ces chargeurs multi-rack et sur un minuteur. Pourquoi? Parce qu'il ne faut pas que les batteries soient en charge permanente. C'est purement technique, mais ce sont des détails auxquels on n'avait jamais pensé. Par exemple, toute la matinée du mardi, l'appareil charge et puis après il s'éteint jusqu'au mardi suivant. Et les appareils sont toujours opérationnels. Alors on achètera les cartes SIM, on met la carte SIM dans l'appareil. Ça, on ne les a pas gardées, sinon il faut payer tous les abonnements. Hein. Là, notre fournisseur sait nous fournir des cartes SIM en quantité. On fera le listing de nouveau, on met la carte SIM dans l'appareil et on démarre. Mais ce sont des choses auxquelles on n'avait jamais pensé avant. Et on n'a pas d'alternative. Sur l'autre site, ils ont des radios talkie-walkie. Oui, mais ils sont IP. Donc, ils ne fonctionnaient pas non plus. Donc, voilà. Ou alors, il faut acheter des radios type réseau Astrid. Mais ça coûte très cher. Il y a des formules pour ne payer qu'à l'utilisation. Mais enfin, d'expérience, parce que j'ai dirigé le 112 de Namur pendant 6 ans, d'expérience, je sais que les radios Astrid, déjà, l'allumer, c'est laborieux pour beaucoup de monde. Donc voilà, c'est pas un bon plan. Voilà. Merci. De rien, Philippe. Merci Didier, merci Philippe pour votre question. Y a-t-il d'autres questions parmi les participants? Monsieur Costard? Non, pas de questions pour l'instant. Très bien. C'est notre monsieur Costard qu'on connaît. Bah, écoutez, si vous n'avez pas d'autres questions, de toute manière, hein, vous pourrez le cas échéant reposer vos questions à la fin de la réunion. On va passer donc au deuxième intervenant de cette matinée. Donc Anthony, je vous laisse la main. Oui, merci beaucoup. Alors, donc voilà. N'hésitez pas à m'interrompre à n'importe quel moment, donc lever la main ou quoi que ce soit, je vois de toute façon ça dans les écrans. Donc je m'appelle Anthony van der Maren, je suis managing partner chez Atalian Partner et depuis le Covid, en fait, le hasard a voulu que je me suis retrouvé face à des hôpitaux, ou avec plutôt des hôpitaux, et donc je les accompagne dans l'amélioration de la sécurité jusqu'à l'obtention même de certification ISO 27001. Alors, je voulais juste vérifier quelque chose parce qu'on va peut-être gagner 4 slides assez rapidement. Est-ce qu'il y a parmi vous dans l'Assemblée quelqu'un qui s'imagine que, étant dans le secteur médical, il n'est pas concerné par la nouvelle directive NIS 2? Donc, je suppose que tout le monde sait ce que c'est NIS 2, ou en tout cas que ça vous dit quelque chose. Vous aurez les slides de toute façon, mais je vais les passer. Alors, ça va nous faire gagner un peu de temps. Ce qui est important, simplement de garder à l'esprit, c'est que dans la directive NIS 1, on avait prévu que l'autorité sectorielle pouvait identifier ou devait identifier quelles étaient les entités essentielles et qu'à ce moment-là, les hôpitaux n'en faisaient pas partie. Ici, avec la directive NIS 2, il est clair que le médical est dedans, il n'y a plus d'autorité sectorielle, donc on doit y passer, tout simplement.
Pour vous donner un peu aussi une idée de la météo pour l'instant, la dernière étude qui est sortie récemment, parce qu'on parlait des hôpitaux qui sont attaqués dans le monde, en Europe, alors on est à plus 32% au niveau mondial, on a 2000 attaques par semaine sur le secteur de la santé au niveau mondial. Au niveau européen, on est à plus 56%, donc en effet, ça a doublé. Pour vous rappeler l'historique, donc on a eu l'hôpital Simone Veil de Cannes, on a eu Val-de-Reuil au mois d'août. Ici, en septembre, on a encore Borbingen et Schwab-München. Donc, c'est quelque chose qui nous arrive tout le temps. Et quand on parlait des choses à mettre en place pour le plan de reprise, en effet, la question, c'est pas si on va être attaqué, c'est quand on va être attaqué, mais j'aurais juste en commentaire liminaire 3 points à vous soulever. Le premier point, c'est que si vous avez un VPN et que les gens se connectent à ce VPN, il faudrait vous assurer que tout le monde se connecte avec de l'authentification multifacteur. Donc, si vous avez des personnes qui se connectent à votre VPN avec nom d'utilisateur, mot de passe, simplement, et pas de multifacteur, ça veut dire que si la paire nom d'utilisateur, mot de passe est exposée parce qu'ils utilisent le même nom d'utilisateur, le même mot de passe, que sais-je, mais dans ces cas-là, vous avez déjà un premier trou. Le deuxième point, c'est la mise en place de solutions XDR. Donc, c'est de l'antivirus qui permet de détecter aussi des comportements au niveau des machines, de manière à ce que si une première machine se chiffre, une deuxième machine se chiffre, l'attaque à ce moment-là est censée être bloquée dans l'organisation. Donc ça, c'est le deuxième point. Et le troisième point, c'est de limiter, voire d'empêcher, limiter, ce serait déjà très bien, l'utilisation de comptes génériques, genre radio et ce genre de choses, où tout le monde les connaît et qui permettent d'accéder aux informations. Il suffirait à ce moment-là que quelqu'un quitte l'organisation, peu importe, ou que le mot de passe ne soit évidemment pas changé, et ça permet d'avoir à ce moment-là l'attaque latérale et passer d'une machine à l'autre. Donc si vous avez déjà ces 3 points-là, vous pouvez commencer de manière assez sereine. Sinon, en effet, il est vraiment temps de s'occuper de votre entreprise hospitalière et vous êtes à risque parce qu'il y a des trous béants en fait, dans votre sécurité. Voilà. Alors, quelles sont les politiques et quelles sont les mesures à mettre en place? Donc, dans son article 30, la loi NIS 2, qui entre en vigueur le 18 octobre 2024 en Belgique, comporte une série d'activités. Et ce que je vous propose ici pour ma présentation, c'est de vous donner pour les 10 activités principales quelles sont les choses à faire et quels sont les avantages. Comme ça, vous avez quelque chose de très, très concret et que vous pouvez déjà commencer à mettre en place dans votre organisation. Après, bien sûr, il y a toujours des consultants qui sont là pour vous aider, mais c'est important aussi, avec la directive NIS 2, il faut être clair, les consultants ne seront pas en mesure d'aider toutes les organisations de la santé. Donc, il va falloir s'arranger pour que les organisations soient le plus indépendantes possible et soient en mesure de mettre en place, évidemment, elles-mêmes le plus de mesures possibles, quitte à ce que vous fassiez appel à de la consultance pour les choses les plus compliquées et les plus pointues, quoi. Donc, première chose, l'analyse de risque. L'idée, c'est de mettre en place les rôles et responsabilités. C'est-à-dire, tout le monde est responsable des risques. Donc, il n'est plus question d'avoir des comportements du genre « Ah, le risque, on ne l'écrit pas, comme ça, il n'existe pas ». D'abord, ce n'est pas vrai. Et en plus, ici, la loi impose vraiment de mettre en place une mesure et des processus de détection et de traitement des risques. Donc, j'ai déjà entendu dire certaines fois, ah, mais maintenant que vous me remontez ce risque, je suis obligé de m'en occuper. Je dis, mais le risque, il existait avant, quoi. Donc, c'est pas parce qu'il est écrit que tout d'un coup, il faut faire quelque chose. Donc, ça, c'est vraiment un point qui est important là-dessus. Il faut se mettre d'accord sur des modes de calcul. Alors, on n'est pas des actuaires, on n'est pas là pour faire de l'assurance, on n'est pas là pour avoir des pourcentages détaillés, haut, bas, moyen, ça suffit. Hein, je veux dire, simplement une approche de type feu de circulation peut permettre de déjà commencer à classifier les risques. Et ce qui est important aussi, c'est de se dire, tiens, idéalement, un risque haut, combien de temps pour le traiter? Qu'est-ce que je fais? Je me donne 1 an, mais je vise 6 mois. Je me donne 6 mois, mais je vise 3 mois. Et ça, c'est important de se mettre d'accord dans l'organisation. À partir de ça, on fait une procédure. Donc, la politique, c'est vraiment la constitution, les grandes lignes directrices. Et puis, on a une procédure, comme ça, tout le monde, étape par étape, c'est suivre une démarche d'analyse de risque. Alors, si vous permettez, dans la démarche d'analyse de risque, n'essayez pas de capturer tous les risques dès le début et de terminer avec une liste de 140, 160 risques, rien que pour un département informatique, parce que vous allez vous retrouver en fait comme les lièvres dans les lumières de la voiture, vous êtes complètement paralysé, il y a tellement de risques qu'on ne sait pas par où aller. L'idée, c'est si vous pouvez identifier les 5, 10 risques les plus importants et commencer à travailler sur cela et
démontrer que la démarche de traitement des risques, c'est quelque chose qui existe pour de vrai, pas qu'on a fait comme la loi a dit qu'on devait faire, mais qu'on le met vraiment en place, ben, vous prenez votre premier risque, vous dites voilà les mesures qu'on veut mettre en place, vous les mettez en place, vous réduisez le risque et puis vous attaquez le suivant et ainsi de suite. Et donc ça montre une démarche et la mise en place d'une démarche d'amélioration continue, qui est quelque chose qu'on cherche à avoir dans un standard comme ISO 27001 par exemple. Dans les outils, plein de possibilités. L'idée, c'est de rester assez pragmatique. Donc, Topiz ou Excel fonctionnent très bien. Il y a des outils comme Monarch qui existent aussi, qui sont, je veux dire, un peu là. Pas la Rolls-Royce parce que c'est plus maintenu depuis maintenant 2 ans, mais c'est tellement complet qu'on ne sait plus où donner de la tête. Donc, restez simple, surtout. Commencez par quelque chose que tout le monde peut comprendre. Commencez par simplement un niveau de classification pour vos risques. Bas, moyen, haut, et ça permettra de communiquer de cette façon-là. L'avantage, c'est que ça permet de dialoguer entre les départements. Vous évitez en fait des comportements du genre l'informatique nous bloque. J'entends souvent ça avant qu'on fasse la gestion des risques. Quand on met la gestion des risques en place, c'est tout le monde est responsable. Donc évidemment, c'est ben oui, ok, moi radio, moi labo ou moi informatique, j'accepte, je prends le risque et je le communique, qu'on prend ce risque-là. Et ça fait une vraie co-responsabilité avec un dialogue très constructif dans ces cas-là. Et ça arrête aussi les disputes entre départements, entre l'informatique et le reste de l'organisation, ce qui est pas mal parce que ça diminue un peu le niveau de stress aussi. Deuxième chose, la gestion des incidents. Là aussi, on a besoin d'une politique avec les rôles et responsabilités, déterminer un niveau de criticité pour ne pas foncer tête baissée comme des poules sans tête. Donc oui, il y a des incidents, il y en a tout le temps, mais il faut pouvoir, dans une procédure, savoir quand est-ce que j'appelle mon DPO, quand est-ce que j'appelle mon CISO, quand est-ce que je fonctionne de manière normale. Et c'est important aussi de pouvoir collecter ces incidents. Alors, il y a plein d'outils, j'en ai juste mis 2 comme ça. GLPI parce que c'est du logiciel libre. Après, libre ne veut pas dire gratuit, parce qu'il faut le maintenir, il faut le connaître, ce genre de choses, mais vous avez ça. Il y a ServiceNow, il y a Jira aussi. Donc, il y a beaucoup d'outils qui peuvent vous aider là-dedans. Ce qui est important, c'est de collecter tous ces incidents pour voir et analyser si à un certain moment, on n'a pas un peu tout le temps les mêmes incidents à certains endroits ou tout le temps les mêmes incidents dans toute l'organisation pour pouvoir faire quelque chose, pour pouvoir de manière mesurée dire, bon, ben là, il faut faire une formation, là, c'est plus possible, il y a trop d'incidents, mais avant, si vous ne mesurez pas ça, si vous n'avez pas de chiffres, ça reste de l'ordre du vague. Oui, mais il y a beaucoup de gens qui se plaignent d'eux, mais beaucoup, on ne sait pas ce que c'est, évidemment. Tandis que quand on commence à collecter les différents incidents, les incidents de sécurité, les incidents opérationnels, ben on peut voir où est-ce qu'il faut mettre le curseur et quelles sont les actions prioritaires à mettre en place. Et ça aussi, c'est quelque chose qui est attendu par la directive. Donc, tous les points ici, ce sont des points dans l'article 30, vous allez voir, qui vous disent qu'il faut mettre ces différentes solutions en place. La continuité des activités, ben oui, en effet, on a besoin de rôles, de responsabilités, de déterminer les niveaux d'alerte. C'est très important de s'entraîner. Voilà, M. Stuckert parlait de la nécessité de faire du tabletop. Ça me paraît clair. Comment je veux dire, c'est quelque chose qui est vraiment fédérateur. Quand on prend dans une organisation, on prend un département, et puis on se dit, ben voilà, on va vous appeler, enfin, on se met d'accord avec la direction, et donc on appelle à 6h30 du mat. On a la garde. Et on simule un incident. Et on voit comment l'organisation réagit, mais ça apporte beaucoup d'informations sur la façon dont c'est géré au sein de l'organisation. Et ça, c'est des choses que j'ai fait avec différents hôpitaux où vraiment on a à 6h30 du matin appelé la garde informatique en disant mais voilà, je suis le labo, je vois un écran avec une tête de mort et j'ai un autre écran qui est bloqué, qu'est-ce qui se passe? Et parfois on a des réactions qui sont vraiment assez incroyables parce que l'opérateur nous dit oui mais attends, je vais me connecter, je vais regarder, oui mais c'est important, oui mais j'ai une demi-heure pour regarder. Je dis bon ok, on prend note de tout ça et au fur et à mesure, on prend vraiment les leçons apprises de ce genre de choses. Ce qui est important aussi, c'est d'avoir les outils de mise sur pied de crise. Ce n'est pas au moment où on se retrouve face à la crise qu'on va se dire ah bah tiens, comment est-ce qu'on va communiquer? Tiens, WhatsApp, ah mais non, ça ne marche pas. Non, il faut un outil d'alerte évidemment. Et donc là-dedans, des outils comme Alarmkit, FAT24 évidemment font le job. Ça permet de pouvoir vraiment mobiliser les équipes et de s'assurer qu'on a un ordre et qu'on sait ce que c'est qu'une mise sur pied de crise, un déclenchement de crise et aussi de pouvoir, très important, déterminer qui vient sur place, qui reste chez lui. Parce qu'il ne faut pas non plus que tout le monde se ramène à l'hôpital à un certain moment, quoi.
L'idée là-dedans, c'est aussi de tirer les leçons de toutes les attaques. Et donc, c'est pour ça que les témoignages, les différents témoignages qu'on entend sont très importants parce que ça permet déjà de pouvoir sensibiliser. N'hésitez pas, si vous avez dans vos organisations des résistances à un certain moment, d'inviter les personnes qui ont été victimes d'attaques à venir témoigner. C'est souvent une façon de pouvoir ouvrir les yeux et que les personnes autour de la table se disent « Ok, maintenant j'ai compris », parce qu'il y a des gens qui s'imaginent qu'en déant la semaine, on aura tout remis en place, quoi. Alors que moi, en général, j'annonce que rien que pour l'infrastructure, il nous faut 3 à 4 semaines pour recommencer à avoir l'infrastructure. On a 0 application, 0 serveur, hein, juste de l'infra, quoi. La sécurité de la chaîne d'approvisionnement, bon, ça c'est important aussi. L'idée, c'est de pouvoir déterminer quels sont les fournisseurs critiques et comment est-ce qu'on les identifie. Alors, il y a plusieurs initiatives. Il y a des choses qui sont très intéressantes en Belgique. J'ai vu notamment le Shield qui commence à vouloir faire des approches communes en termes de définition de produits, d'outils. Attention, juste un point d'attention, si on a tous les mêmes outils, alors à ce moment-là, on a tous les mêmes failles. Donc ça, il faudra faire attention de pouvoir un peu varier. Il y a cette fameuse politique de multifournisseurs qui peut être intéressante là-dedans. Ce qui est très important, c'est d'identifier quels sont les fournisseurs critiques, quels sont les indicateurs clés, et puis on a les droits de les auditer en cas de violation de sécurité. Je ne vous parle pas d'Inforius, hein, mais bon, on se retrouve en fait de plus en plus aujourd'hui. Si vous avez en fait clôturé les 3 points, qui sont le VPN avec le multifacteur, les comptes génériques et le XDR, qu'est-ce qui nous reste comme VPN? En effet, on a les fournisseurs qui se connectent. Alors certaines organisations, certains hôpitaux ont coupé les VPN fournisseurs et c'est uniquement à la demande pour une durée limitée. D'autres, c'est encore actif et on se rend compte qu'alors ce sont des voies aussi royales d'infection et d'attaque sur les différentes organisations. Donc, c'est important. La mise en place de la mesure de la qualité des fournisseurs critiques, c'est quelque chose aussi qui permet à un certain moment de pouvoir envisager dans les marchés publics, de pouvoir dire, ben voilà, on vous demande d'avoir un tel score minimum, mais il y en a encore énormément de travail au niveau sectoriel, de pouvoir déjà identifier quelles sont les exigences de sécurité, qu'est-ce qu'on attend en termes comment je vais dire, de fonctionnalité de nos outils. Est-ce qu'on exige de pouvoir faire les mises à jour? Oui, non, comment est-ce qu'on fait tout ça? Et là, il y a encore énormément de travail là-dessus. Et aujourd'hui, j'entends aussi parfois certains fournisseurs qui disent, oui, mais dans les autres hôpitaux, ça ne me pose pas de problème. Ça, c'est pas vrai. Mais parfois, c'est des arguments commerciaux et je les comprends aussi, quoi. Donc, mais ça reste aussi quelque chose que NIS 2 va nous demander de mettre en place. Alors, la sécurité de l'acquisition, du développement et de la maintenance des systèmes d'information. Ça, c'est un vieux débat sur les logiciels, mais à partir du moment où on commence à avoir des logiciels standards qui se basent sur ITIL pour faire de la gestion informatique, qui se basent sur des standards de comptabilité pour un ERP, sur un standard de gestion du client pour un CRM, dans la mesure du possible, il faut éviter la customisation. Parce que faire toutes des modifications pour absolument coller à l'organisation, plutôt que un peu transformer son organisation pour coller à l'outil standard, fait que chaque fois qu'on aura une nouvelle version, on devra refaire la customisation. Alors, ça fait la fortune des intégrateurs, évidemment. Les intégrateurs, ça leur permet de pouvoir chaque fois repasser, refaire le développement sur mesure et ce genre de choses. Mais c'est un mauvais service sur le long terme parce qu'on se retrouve avec un logiciel qui est toujours tordu et qui ne fonctionne pas tout à fait comme il faut, et on a toujours besoin de cet intégrateur. Donc, dans la mesure du possible, quand on fait des activités standards, essayons d'utiliser le logiciel standard. Évidemment, on a besoin d'exigences fonctionnelles, on doit pouvoir que le logiciel il doit faire ce qu'on attend aussi, mais il ne faut pas oublier non plus les exigences non fonctionnelles de sécurité. Un logiciel doit, par exemple, pour l'authentification, se connecter à l'AD, et pas avoir des solutions de cryptographie qui, parce qu'on ne dit pas ce que c'est, justement, elles sont sécurisées, quoi. Parce que le concept de security by obscurity, ça n'existe pas. C'est-à-dire que si on ne dévoile pas la façon dont on chiffre ces données, il y a de sérieux doutes par rapport à la qualité des logiciels qui sont utilisés en matière de chiffrement, quoi. L'importance là-dedans, c'est de pouvoir faire l'accroissement des exigences de sécurité, et il y a aussi ce vœu pieux que quand on fait des exigences fonctionnelles, non fonctionnelles de sécurité, ces exigences soient partagées entre les organisations pour que quand on fait un cahier des charges, on n'ait pas à systématiquement refaire, réinventer la roue, quoi. Les exigences de sécurité, les exigences non fonctionnelles, on s'attend quand même à avoir des choses qui sont relativement les mêmes dans un même secteur. Alors, les politiques et les procédures pour évaluer l'efficacité des mesures. L'idée, c'est quoi? C'est de se dire, on met un tas de choses en place, mais est-ce que ça marche? Donc, vous mettez, par exemple, une politique de gestion des incidents en place. Okay.
est-ce qu'il y a effectivement des incidents qui sont remontés? Parce que si la politique elle est mal faite, ça ne sert à rien de continuer comme ça. Il faut modifier la politique ou peut-être faire de la formation. En tout cas, il faut faire quelque chose de manière à ce que on soit sûr que les choses qu'on met en place, elles sont efficientes. Donc, ça ne sert à rien de sortir plein de documents, de mettre plein de processus si personne ne les lit. Donc, je préfère toujours avoir des politiques qui tiennent en 2 pages, qui vont vraiment à l'essentiel, des procédures qui sont étape par étape très précises que chacun peut comprendre, et en disant, même si parfois c'est des choses qui sont relativement simples, voire un peu simplistes, mais au moins tout le monde peut les suivre et on est sûr qu'on a embarqué toute l'organisation avec nous. Ce qui est important, c'est de pouvoir remonter ces indicateurs et de les remonter dans différents comités. Donc il y a des comités à mettre en place aussi. Il y a un comité de gestion des risques à mettre en place, qui devrait être idéalement trimestriel. Il y a un comité de sécurité à mettre en place dans lequel on doit avoir tout ce qui est médical, donc on va dire le nursing, un représentant médical, tout ce qui est labo, tout ce qui est radio doit être dans ce comité, avec également des représentants des départements informatiques et qui parlent le langage métier. Donc il ne faut pas arriver non plus avec des indicateurs sur la qualité de la détection du firewall et la version des patchs, parce que là, on ne va rien comprendre. Donc c'est très important de parler un langage qui est compris par tout le monde, parce que l'idée, c'est de pouvoir faire une prise de décision basée sur ces indicateurs. Donc, arriver en disant, ben voilà, il y a, je ne sais pas moi, 600 comptes génériques dans l'organisation, pour une organisation de 6000 personnes, déjà vu. Qu'est-ce qu'on fait? On voudrait réduire à 50. OK. Mois après mois, on communique et on dit où est-ce qu'on en est. Voilà. Les machines, par exemple, elles n'étaient pas encryptées, elles n'étaient pas chiffrées. Bon, OK, on en est à combien de pourcents? Et on avance comme ça. Et ça montre aussi de manière, ça communique aussi, ça explique tout ce qu'un département informatique peut faire dans l'ombre. Donc ça, c'est l'avantage aussi, c'est que ça donne de la visibilité sur les choses qui sont faites et qui ne sont pas visibles. Le chiffrement des machines, c'est quelque chose qu'on ne voit pas, évidemment. Les politiques de mot de passe, ce n'est pas quelque chose qu'on voit non plus spécialement, quoi. Pas à titre individuel, mais pas avec la vue globale. L'idée, c'est de pouvoir mettre ça en place. Je parlais de la balance scorecard, donc le tableau de bord prospectif. C'est avantageux parce que ça permet de remonter les indicateurs dans toute l'organisation, et donc ça montre comment chaque département contribue. Et ça permet aussi de pouvoir mesurer par moment s'il y a des différences entre les départements et de pouvoir voir qu'est-ce qui se passe. Est-ce qu'il y a un département qui fait de la résistance ou on n'est pas encore passé, ou c'est pas compris, ou ce qu'on propose ne correspond pas à la réalité de terrain. Donc ça vaut la peine aussi de vérifier que toute l'organisation va dans le même sens. Concernant les pratiques en matière de cyberhygiène, l'idée vraiment, c'est le déploiement du pare-feu humain. Parce qu'on ne va jamais mettre un responsable informatique derrière chaque acteur du médical. Il n'est pas question d'aller mettre un ciseau derrière toutes les personnes et de commencer à aller fliquer les personnes. Même au niveau logiciel et technologique, on ne peut pas mettre en place de la technologie qui va empêcher toutes les personnes de faire quoi que ce soit qui serait pas possible. Parfois, ce logiciel ne protège pas tout. Et 2, parfois, les personnes sont aussi assez créatives pour pouvoir aller détourner, contourner ces mesures. Donc, l'idée là-dedans, c'est que les personnes prennent conscience des dangers et de la menace au niveau cyber. Et donc, l'idée, c'est de faire de la sensibilisation. Ça peut être avec un plan de com, évidemment, mais on va passer des messages, on peut faire des campagnes de phishing, on peut faire du partage d'expérience. Et l'idée, c'est de pouvoir avancer comme ça tous ensemble pour que les personnes prennent conscience. Parce que, comme on entendait avant, c'est tout urgent, je dois tout avoir, ça doit être facile, ça doit être rapide. Oui, mais il ne faut pas donner son mot de passe partout, il ne faut pas laisser son ordinateur ouvert. Et donc, l'idée de ce pare-feu humain, elle est vraiment importante, c'est de se dire, OK, je reçois un message, est-ce que je clique sur cette pièce jointe, oui et non? Donc, la mise en place de phishing est quelque chose qui permet de pouvoir sensibiliser les personnes aux dangers qu'on peut avoir en termes de chiffrage de machine, parce que pour rappel, le phishing, on peut avoir un bout de code qui va s'exécuter, la machine est chiffrée, si vous n'avez pas d'XDR, alors à ce moment-là, tout le parc est chiffré. Et pourtant, vous êtes protégé par un VPN, vous avez mis donc les firewalls qui vont bien, tout ce qui va bien là-dessus, vous avez des noms d'utilisateurs et mots de passe pour chaque personne, mais simplement, en cliquant sur la pièce jointe, le truc se propage, quoi. Et donc ça peut aussi poser un fameux problème. Donc quand même vous êtes protégé à l'extérieur, c'est rentré par le biais de l'email.
Et après, ça rentrera par ailleurs. Hein. On voit aussi maintenant des attaques qui arrivent au niveau du Bluetooth. On voit aussi des attaques où les gens sont spammés en termes d'authentification. Donc, ce qui se passe, c'est que sur leur téléphone, par exemple le Microsoft Authenticator, ils reçoivent une cinquantaine, en une minute, une cinquantaine de demandes de confirmation, quoi. Et l'idée des hackers, c'est d'espérer qu'à un certain moment, la personne va se gourer et va cliquer sur autoriser plutôt que refuser. Bon, ça, c'est les dernières choses qu'on a vu arriver dans les dernières semaines. La sécurité des ressources humaines, les politiques, les contrôles d'accès et la gestion des actifs. L'idée là-dedans, c'est de se dire quand quelqu'un vient, je lui donne du matériel, quand quelqu'un part, je récupère du matériel. Souvent, dans un département informatique, le budget du département informatique n'est pas réparti entre les différents départements qui utilisent les services. Donc, quand on a besoin d'ordinateurs portables, quand il en faut plus, eh ben, c'est pris sur le budget informatique. Et ce budget monte. Mais si on laisse filer des ordinateurs portables dans la nature, si on ne suit pas un peu tout le matériel, ben, ce budget continue à monter. Et donc, il n'y a pas de contrôle. Si on ne récupère pas le matériel des personnes qui partent, j'en ai déjà vu, hein, on dit oui, mais c'est tellement compliqué d'avoir un nouvel ordinateur qu'on garde l'ancien au cas quand quelqu'un arrive. Enfin, on se retrouve avec des stocks pirates. Ça peut vraiment poser problème. Donc, l'idée là-dedans, c'est mettre en place vraiment une politique en disant, voilà, ça, c'est quand les personnes rentrent, voilà l'ensemble des choses qu'on fait. Quand la personne part, voilà l'ensemble des choses qu'on fait et de s'assurer que c'est bien tenu. Également, ça vaut la peine de pouvoir faire un peu de vérification des antécédents pour des personnes qui occupent des fonctions critiques dans les infrastructures critiques. Alors, pour l'instant, j'en ai pas encore vu dans les hôpitaux, mais dans les telcos, c'est le cas par exemple. Quand vous touchez à des infrastructures critiques, on va quand même vérifier que vous avez un certain niveau d'habilitation de sécurité. Ce qui est important aussi, c'est d'éviter les rôles incompatibles. Hein. Pour rappel, vous ne pouvez pas être HR et finance en même temps, et donc il y a des rôles qui vraiment ne sont pas compatibles ou qui nécessitent d'avoir plusieurs contrôles, quoi. Un cas tout bête, j'ai des cas où on permet à un médecin de pouvoir appeler, de donner son nom et son numéro INAMI, et alors en échange de ça, il reçoit son nouveau mot de passe au téléphone. Alors, le processus avait l'air pas mal, mais après, quand on a rejoué en prenant simplement la liste des médecins de l'hôpital et en allant chercher le numéro INAMI sur Internet et en passant un coup de fil, on s'est rendu compte qu'on avait les mots de passe, quoi. Et c'est là que, quelque part, parfois, les consultants qui ont un peu un esprit tordu, parce que on voit beaucoup de choses et donc on est formaté comme ça, c'est là qu'on peut aussi vous accompagner, un peu vous challenger de temps en temps sur des idées qui paraissent bonnes au début et puis qui peuvent poser problème. Genre, pour vous en citer simplement une autre, j'avais le cas d'un mot de passe dont l'idée, c'était les mots de passe ne sont jamais bloqués. Donc, si on fait 15 tentatives, 100 tentatives sur un utilisateur mot de passe, c'est pas bloqué. Et alors, il me dit, pas de problème, on a bloqué. Maintenant, au bout de 3 tentatives d'authentification, le compte, il est bloqué. Je dis, ah, ok, super. Puis je pose la question, je dis, mais pour les administrateurs aussi, donc les gens qui ont beaucoup de pouvoir sur les systèmes, ah oui, aussi. Je dis, donc, en tant qu'attaquant, j'essaye de me connecter sur chaque compte 4 fois et je bloque toute l'organisation. Et j'ai vu la personne en face de moi complètement blêmir. Je dis, ah bah oui, en effet. Donc oui, l'idée est bonne, mais il faut quand même garder un compte avec un mot de passe très, très, très compliqué et une alerte si on l'utilise, mais qui permet de pouvoir éviter ce genre de choses. Donc il n'y a malheureusement pas systématiquement une solution. Il faut toujours essayer d'envisager un peu quels sont les différents risques qu'on peut avoir. Ah, pourquoi je vous ai mis un avion qui atterrit sans train d'atterrissage? Parce qu'en fait, il y a 2 catégories de personnes, vous allez tout de suite comprendre. Les pilotes disent, il y a les gens, les pilotes qui ont atterri sans train et ceux qui ne l'ont pas encore fait. L'idée avec les certificats, c'est la même chose, quoi. Il y a des personnes qui ont oublié de renouveler leur certificat à temps et à ceux qui n'ont pas encore oublié, mais à qui ça arrivera. Et de plus en plus, on met en place du chiffrement, on met en place donc des certificats point à point entre les systèmes, et puis ces certificats, ils ont une date de vie limitée et on l'oublie. Donc, les politiques et les procédures relatives à la crypto, il faut vraiment, dans le chiffrement, il faut vraiment les mettre en place, déterminer quels sont les algorithmes minimums qui sont supportés, quels sont ceux qui sont plus supportés. Il faut avoir un inventaire de où est-ce qu'on utilise quelle crypto, évidemment. Et puis, il faut pouvoir vérifier, renouveler ces certificats en temps et en heure. Alors, ça peut être Excel, ça peut être DigiCert, mais l'idée, c'est de pouvoir s'assurer ça et éviter à tout prix, évidemment, l'utilisation de flux en clair, parce que, comme vous savez, on peut intercepter les conversations et on peut à ce moment-là aller récupérer les infos.
Quand j'ai intercepté les conversations, je dirais entre les systèmes, quoi. Donc, quand les systèmes se parlent entre eux, si les flux sont en clair, si ce n'est pas chiffré, on peut voir ce qui passe et donc on voit le nom d'utilisateur, le mot de passe qui passe en clair sur le réseau. L'authentification a plusieurs facteurs. Alors, l'idée, c'est de pouvoir déterminer, on l'utilise, on l'enrôle, et comment est-ce qu'on fait une réinitialisation. Ça permet d'éviter d'avoir des mots de passe qui se baladent dans la nature. Et si les mots de passe se baladent dans la nature, ça, en tout cas, ça évite la casse. Alors, pour vous donner un peu les informations et les prix du jour, donc aujourd'hui, un compte avec des informations de paiement préenregistrées, un compte Amazon sur le dark web, ça vaut 25 $. AliExpress est à 250 $ parce que c'est plus facile de livrer de la Chine vers l'Europe à une autre adresse et c'est plus compliqué de le suivre à ce moment-là. Walmart 10 $ et eBay 120 $. Donc ça a un coût en fait. Et oui, alors le dossier médical complet d'un patient est à 250 $ pour l'instant. Et j'ai encore le cas d'une personne qui faisait de la radiothérapie au Texas, qui s'est retrouvée sur la table et est prise en photo. Et la femme est nue en fait. Elle a retrouvé une photo d'elle nue parce que l'hôpital a été hacké sur le dark web. Et donc elle a entamé une action, évidemment, en réclamant 125 000 $ de dommages et intérêts à l'hôpital. Et apparemment, il y a 1 millier de personnes qui se sont jointes à cette action. Donc, affaire à suivre là-dessus aussi. Voilà ce que j'avais à vous partager avec votre liste de courses. J'espère que j'ai tenu les délais. Très bien, merci Anthony. Petite question à l'audience, est-ce que vous avez des questions à adresser à Anthony? J'ai pas de questions, mais j'ai 2 remarques parce que c'est super intéressant. J'avais déjà entendu l'exposé d'Anthony. Il a parlé de récupérer le matériel à ma disposition. C'est vrai que c'est un problème. Ici, nous, on avait fait le choix d'acheter des entre guillemets, bêtes GSM. Les gens n'étaient pas trop enclins à les garder là-dessus. C'est pas le modèle le plus convivial, le plus moderne. Par contre, les chargeurs ont disparu massivement. Voilà, des frais connexes. Et alors, par rapport à d'autres organismes, l'hôpital est quand même un lieu, j'ai dit tantôt, de soins où l'informatique est peut-être le cadet des soucis du personnel soignant utilisateur, essentiellement les infirmières. Et changer les mentalités pour améliorer les pratiques, les mots de passe, les doubles identifications, tout ça, c'est laborieux. Dans les formations, les gens nous disent « Ah, mais moi, je mets un mot de passe pour tout, c'est plus facile. » Mais bien sûr que c'est plus facile. Pour le hacker aussi, hein, évidemment. Ouais. Et ce sont des mentalités à changer, à corriger. J'ai entendu Anthony au mois de juin, j'ai reçu depuis le mois de juin, il n'y a encore rien qu'à changer. Parce que si mon collègue ici, il dit on essaie de mettre en place ITIL dans l'institution, oui, mais avec la résistance au changement qui va avec et la crainte du changement. Enfin bon, bref. Voilà. J'ai un hôpital où il y a 1500 noms d'utilisateurs mot de passe, où c'est le mot de passe par défaut. Ah ben voilà, c'est ça. Et alors, maintenant, après l'attaque, on a des endroits, je vais prendre un exemple, mais aux urgences, mais c'est pour parce que c'est le métier que je connais. L'identifiant URG, mot de passe URG. Oui, et comme ça, tout le monde a accès, c'est plus facile. Oui. Radio. Voilà, c'est ça, radio. Et, labo. Voilà. Et ce qui pense être facilitateur du travail, en fait, elle ouvre les portes, la porte ouverte à tout. Voilà. Moi, j'ai été contaminé ici par mes 2 collègues qui m'ont insufflé des bonnes pratiques. C'est vrai que la double identification, ça paraît lourd, hein. Mais j'ai mis ça sur plein d'applications personnelles et franchement, ça ne m'immunise pas, mais ça, quand même, je limite, quoi. Je limite le risque. Ouais, mais le mot de passe de l'email personnel doit être différent de tous les autres. Ça, c'est un must. Oui, tout à fait. Moi, j'ai des mots de passe différents pour tout à titre personnel. Toutes mes applications, tous les mots de passe sont différents. Je ne les retiens pas, j'ai un petit cahier à planquer à la maison. Vous avez dit, on peut voler mon petit cahier, ben oui, bonne chance. Hein. Alors, bon, voilà, c'est trouvé dans mon écriture. Mais donc, la liste de courses pour Philippe Auchan, elle s'est complétée, là, j'espère. Ça va être un peu. Non, pour Philippe. Bah. Oui. Tout à fait. Et j'avais une petite question. Tout ce qui est appareillage connecté, maintenant appareillage médical connecté, on développe de plus en plus. On parle ici aussi de bornes automatisées pour ne fût-ce que prendre les paramètres des patients à l'entrée pour ne pas mettre des médecins, économiser des médecins, bien sûr. Et donc, tout ça, c'est aussi une porte d'entrée, j'imagine, et qu'il faut sécuriser.
Alors oui et non, parce qu'il y a des tas de choses. Il y a bien des bornes à l'entrée, on a aussi les pompes à insuline, il y a des tas de choses en fait où on a les données qui remontent. Mais pour ça, on peut très bien mettre ça dans des réseaux séparés, vu que de toute façon, ces trucs-là remontent dans le cloud en fait. Donc on se retrouve avec c'est tout à fait une autre façon de faire de la sécurité. C'est-à-dire qu'on se retrouve avec un appareil qui doit passer par le réseau, mais qui n'est pas obligé d'être dans le réseau interne, il peut remonter sur le réseau externe et aller communiquer avec le fournisseur. Et donc là, par contre, la gestion des fournisseurs critiques, c'est vraiment là qu'elle rentre en ligne de compte, quoi. Et on est très, très attentif. Moi, par exemple, je ne m'embête pas, hein, quand on fait ce genre d'analyse, je demande gentiment au fournisseur externe s'il a un certificat ISO 27001 et quel est son périmètre. Voilà. Je commence par là. Oui, autre chose, même pour les équipements qui sont à risque, comme les équipements biomédicaux sur lesquels on ne sait pas installer d'antivirus, pour lesquels on ne peut pas mettre l'OS à jour, etc. Mais il reste toujours la possibilité de segmenter le réseau. Et un bon exemple à Bruxelles, voilà, justement, vu que c'est Bruckmann, c'est Erasme qui a fait une microsegmentation des réseaux et a mis tout ce qui était biomédical à l'extérieur du réseau informatique de l'hôpital. Et ils ont juste ouvert les ports nécessaires à la transmission d'informations. Ça nécessite un peu de boulot et d'analyse, mais en effet, ça c'est vraiment une des solutions. À voir avec Michel Derville. Merci pour vos questions. Y a-t-il... Oui, peut-être encore une question? Non, c'est pas une position, c'est une remarque, mais si, surtout pour les Belges, si vous lisez le Moniteur belge, je fais depuis 30 ans, je suis un des seuls malades peut-être. Il y a un arrêté royal qui est sorti le 21 mars 2024, qui a été publié le 4 avril, concernant les infrastructures critiques et la sécurité dans les hôpitaux. Nice 2 s'attache à ça aussi, finalement tout tient ensemble. Ça nous est de plus en plus imposé au niveau hospitalier, parce que notamment cet arrêté royal va imposer aux institutions toute une série de réglementations. Ce texte est accessible évidemment sur le moniteur, puisque c'est un texte public. Mais quand on le lit, on se dit, ben, ça va, on va vers une plus grande sécurisation de tout. Donc on n'échappera pas, qu'on le veuille ou pas, on n'échappera pas à cette évolution. Mais cet arrêté royal n'est pas très réaliste non plus. On l'a lu et on a vu. Avoir une réserve d'eau de 96 heures pour l'hôpital, ça signifierait que vous devriez installer un château d'eau à Auvelais et à Namur juste pour l'hôpital. Donc, 96 heures d'autonomie en eau. Et on considère qu'un patient par jour, tout compris, cuisine, etc., utilise un demi-mètre cube. Je laisse faire le travail. Donc, il y a des choses de pouvoir bloquer toutes les portes. Oui, pouvoir bloquer en 30 minutes toutes les portes de l'hôpital pour empêcher une attaque terroriste, avoir un périmètre de sécurité à 100 mètres autour de l'hôpital. Il n'y a qu'à voir. Je ne sais pas comment vous le feriez à Namur, hein, à Auvelais non plus d'ailleurs. Je sors ma carte Joker. Voilà. Non, cet arrêté royal est assez irréaliste. Mais je comprends. Et je suis occupé à faire un comparatif, un tableau pour voir comment la directive Nice 2 se colle à cet arrêté royal, parce qu'il y a des choses sur la continuité d'activité et la reprise d'activité qui sont communes aux deux directives, quoi. Voilà. Nous sommes d'accord sur le réalisme, mais je pense que, l'organisme Santea, donc je pense que vous connaissez un petit peu l'histoire. Oui. Et je pense très fort sur la question. J'ai des contacts avec Madame, je n'arrive pas à ouvrir mes mails parce qu'il fait une mise à jour. Madame Seylens, c'est ça Seysens, Emmanuel Seysens. Voilà, c'est ça. J'ai eu des contacts avec cette personne. Vous avez évoqué l'eau, vous avez totalement raison. L'arrêté, si on prend l'arrêté royal au sens premier, oui, on est censé avoir une zone de sûreté tout autour du site, donc il va falloir mettre des barrières, des clôtures. Alors mettons des miradors et des tireurs d'élite, et mettons aussi peut-être le courant électrique comme on met pour les vaches. En effet, l'arrêté a du bon, je pense, sur le fond, mais je pense qu'il y a un irréalisme. Je ne sais pas si le législateur a pensé à toutes les conséquences que ça avait. En coût, et qu'on ne va pas nous dire que les hôpitaux sont riches, parce que quel est l'hôpital qui peut se permettre de clôturer tout son terrain avec des accès réservés? Et le texte dit qu'on doit être capable, c'est l'arrêté royal, hein, on doit être capable de fermer toutes les portes de l'hôpital en 30 minutes sans aide de la police. Sur le site de Namur, j'ai 33 portes.
Ça va, donc bonne chance, hein, voilà. Ben, c'est pour ça qu'on ne doit pas le faire, mais je pense que si le législateur envisageait un arrêté royal un peu plus light, un peu plus en proche des réalités opérationnelles des hôpitaux, peut-être qu'on gagnerait. Maintenant, est-ce que ça va aboutir? Enfin, je serai pensionné, je ne le verrai pas, mais bref, c'est compliqué. Très bien. Oh, j'aime bien l'armoire derrière M. Costard. Ok, bah écoutez, s'il n'y a pas d'autres questions, je pense qu'on peut finir avec notre petite partie. Donc au niveau des F24, je serai assez bref. L'idée aujourd'hui, c'était vraiment de laisser surtout la part belle à nos intervenants. Alors, je vais vous partager notre petite présentation. Je pense que la majorité d'entre vous nous connaissez déjà. Hop, je vais vous partager ça. Hop. Normalement, vous devriez voir ma présentation. Ok, Est-ce que c'est bon? Vous voyez suffisamment grand mon écran? Oui, on voit. Ok, alors je vais volontairement le laisser comme ça, je vais pouvoir plus rapidement naviguer dans les fenêtres. Alors, au niveau de F24, petit rappel, donc F24 est une société spécialisée donc, dans les solutions SaaS. Alors, petit rappel également, qu'est-ce qu'une solution SaaS? Une solution SaaS, c'est ce qu'on appelle un software as a service, donc un logiciel à distance, c'est-à-dire qu'on n'installe rien sur l'infrastructure informatique de notre client. L'objectif de notre solution, c'est qu'elle va être en mesure de pouvoir donc répondre à vos besoins en matière de communication d'urgence, donc de communication ciblée, donc avec une audience spécifique, éventuellement avec une communication donc de masse, c'est-à-dire donc avec une audience qui est bien plus large, mais également tout ce qui est gestion d'incidents et gestion de crise. Je vais y revenir un petit peu après. Vous parliez de quelque chose d'assez intéressant tout à l'heure, Didier, c'était aussi l'alerting technique où vous expliquiez que typiquement, par exemple, dans tout ce qui était, je sais pas, chambre froide, enfin les frigos, etc., qu'il n'y avait plus de transfert d'informations, plus de connexion. Si jamais, par exemple, votre Wi-Fi ne fonctionne plus, je pense juste à ça avant que j'oublie. On a la possibilité, justement, avec une petite solution, un petit module qui s'appelle le Media Gateway chez nous, qui permet de pouvoir continuer à émettre de l'information, mais à travers une carte SIM qui est directement embarquée dans ce petit boîtier. Donc, si jamais vous vous retrouvez dans une situation où, pour le coup, il n'y a plus de connexion, nous, on pourrait quand même récupérer l'information par câble et directement l'envoyer à notre système qui, lui, va pouvoir vraiment alerter les bonnes personnes avec le bon message le plus rapidement possible. Voilà. Juste petite parenthèse, je pensais à ça au niveau de l'alerting technique. Voilà, donc on ne va pas couvrir tous les sujets dans la mesure où aujourd'hui c'est vraiment axé sur la cyber, les risques cyber et NIS 2. Alors, je vais passer. Alors, je dirais un petit peu conclure également ce qui a été dit par les différents intervenants. Donc, Didier, de votre côté, vous avez expliqué voilà, les risques, surtout les impacts, de votre côté plutôt même, les impacts donc, qui ont été rencontrés donc, par le CHRSM, quels qu'ils soient, hein, que ce soit des impacts, j'imagine, financiers, probablement humains, des impacts organisationnels, des impacts sur le matériel. Tout un tas d'impacts divers et variés. Anthony, de votre côté, donc vous avez effectivement mis en avant donc qu'est-ce qu'était NIS 2, d'accord? En quoi, qu'est-ce qui compose la directive? Alors je sais, voilà, c'était de manière, on va dire, bien structurée, bien en bullet point, parce qu'effectivement il y a pas mal de choses dans NIS 2, mais c'était vraiment très très intéressant, très concret. De notre côté, à F24, si vous voulez, à travers donc, notre solution donc, qui s'appelle FACT24, donc nous avons justement cette capacité vraiment à aider nos clients à être en conformité à NIS 2 sur différents volets. Le premier volet que vous voyez ici, c'est tout ce qui est gestion des risques, le contrôle et le suivi des risques. D'accord? Dans la mesure où, dans la directive, voilà, on va vous demander un certain nombre de politiques et de procédures donc, relatives donc, aux mesures donc, de cybersécurité. OK? Tout ce qui est donc, exigence en matière d'atténuation des risques. Donc, bien sûr, un élément très important. Anthony, vous l'avez rappelé juste avant, ça peut être en interne, mais également en externe, d'accord? Donc, à l'égard des fournisseurs et des services tiers.
Pour ce volet-là, au niveau donc, de notre solution, vous pouvez justement réduire énormément vos efforts, d'accord, dans cette phase de préparation, de gestion des risques. Vous pouvez directement intégrer les éléments dans notre système et lui va vraiment se charger de la partie, je dirais, connexion pour vous aider à vraiment visualiser les informations sur les politiques, les impacts, les risques et les réglementations concernées. D'accord? Donc là, ça, c'est vraiment ce volet, ce qu'on appelle chez nous vraiment la partie gestion de risque. Ensuite, les deux orateurs en ont parlé juste avant, bien entendu, les exercices. Donc ça, c'est vraiment un élément qui est primordial. Mais nous, c'est ce qu'on recommande toujours à nos clients, de faire plusieurs exercices par an. D'accord? Avec notre solution FAC24, vous avez justement la possibilité de pouvoir donc former vos équipes, de pouvoir réaliser des exercices, de pouvoir appliquer des correctifs à l'issue de ces exercices. D'accord? On a tout un système de versionning, d'accord, où vous pouvez directement appliquer des modifications sur les différentes versions de vos scénarios. D'accord? Dans FAC24, concrètement, ce qu'il faut comprendre, c'est que dans notre solution, vous avez la possibilité de digitaliser vos scénarios d'urgence, d'accord? Quels qu'ils soient. Aujourd'hui, on parle bien entendu plus particulièrement de la partie cyber, mais je veux dire, vous êtes des établissements hospitaliers, des risques, il y en a tout un tas, d'accord? Comme l'a rappelé bien entendu Didier. Et l'intérêt, c'est que ces différents scénarios que vous avez probablement identifiés et mis au format papier au jour d'aujourd'hui, vous pouvez directement les intégrer dans le système. Je vais vous expliquer un petit peu après comment ça se constitue. Donc l'intérêt, voilà, dans notre solution, vous avez deux modes, un mode exercice, un mode réel. Donc, comme son nom l'indique, exercice pour effectivement faire vos tests, vos formations, et le mode réel pour en cas d'incident réel. Ensuite, tout ce qui est traitement des incidents. Donc Didier tout à l'heure en a parlé, pardon. Donc vous parliez tout à l'heure Didier d'Alarm-Tilt. Donc d'ailleurs Didier qui était anciennement sur notre solution Alarm-Tilt et qui est en cours de passage sur notre solution FAC24, voilà, qui remplace en fait Alarm-Tilt. Donc Didier parlait tout à l'heure de toute la partie donc communication. Donc c'est vrai que l'idée c'est qu'à travers nos solutions, d'un simple clic, vous allez pouvoir automatiser tout le volet communication d'urgence. D'accord? Donc c'est-à-dire envoyer la bonne information aux bonnes personnes le plus rapidement possible à travers différents canaux de communication, le tout en étant complètement indépendant de votre infrastructure informatique. Parce que là, dans le thème d'aujourd'hui, on parle vraiment de cyberincidents. Donc c'est-à-dire les mails ne fonctionnent plus, par exemple. Donc, bien entendu, il faut que vous soyez en mesure de communiquer à travers des moyens de communication autres que l'email. D'accord? Donc au niveau de FAC24, ça peut être par SMS, ça peut être par notification push dans l'application mobile, ça peut être un appel vocal automatisé, ça peut être sur des systèmes DECT, ça peut être sur des pagers, etc. Donc on a tout un tas de possibilités. Bien entendu, selon le type d'incident, si on parle d'un incident cyber, voilà, c'est à adapter ce type de comment dirais-je, le type de communication. Donc tout simplement, vous avez la possibilité donc d'enregistrer un incident dans notre système, d'accord? Donc cela peut aussi se faire donc de manière automatique, donc typiquement par API, par exemple. Dans le système, vous allez pouvoir directement évaluer la gravité de l'incident. Non seulement vous allez pouvoir identifier l'incident qui vous impacte, d'accord? Est-ce que c'est un incident cyber? Est-ce que c'est, je ne sais pas moi, un acte terroriste? Est-ce que c'est un incendie? Est-ce que c'est, voilà, tout un tas de types de scénarios possibles. Vous allez directement pouvoir définir le niveau de gravité de l'incident. Anthony, vous en parliez tout à l'heure, donc c'est aussi un élément qui est demandé par NIS2. C'est le fait de dire, bah voilà, est-ce que c'est faible, médium, élevé ou d'autres critères, hein, d'accord? Ça, c'est vraiment propre à chaque organisation. Je sais que par exemple, dans les hôpitaux, vous travaillez aussi beaucoup avec des codes couleurs. Donc ça, c'est quelque chose que vous pouvez également utiliser dans FAC24. Tout ce qui est mobilisation des équipes. Donc ça, je viens d'en parler juste avant, d'accord? L'idée, c'est vraiment de communiquer la bonne information aux bonnes personnes le plus rapidement possible, afin effectivement de les informer de ce qui se passe. Ensuite, vous avez la possibilité aussi de pouvoir vraiment gérer les actions et les tâches à traiter, d'accord? Je vous explique. Quand je vous parle de digitaliser donc vos scénarios,
dans le système, non seulement vous allez pouvoir définir les types d'incidents qui pourraient vous impacter, le degré d'impact potentiel, vous allez également pouvoir définir les rôles des uns des autres, d'accord? Et sur base de ces différents critères, vous allez pouvoir définir les actions à réaliser selon le type d'incident qui vous impacte, selon le degré de gravité, selon le rôle de la personne, d'accord, qui va être en charge de ces actions, et selon, je dirais, l'évolution du temps. Dans la mesure où, c'est pas vous que je vais l'apprendre, vous êtes dans le domaine hospitalier, quand on parle de la gestion d'un incident ou d'une crise, il y a toujours plusieurs phases. D'accord? Là, l'idée étant que chacun, selon l'incident qui vous impacte, chacun va pouvoir savoir immédiatement qu'est-ce qu'il doit faire, quelles sont les tâches à réaliser, conformément au plan d'urgence que vous avez établi. D'accord? Didier, tout à l'heure, vous parliez effectivement du fait que c'était voilà, compliqué de pouvoir se rappeler des différentes tâches à réaliser, d'autant plus quand on est dans une situation que l'on ne rencontre pas tous les jours. D'accord? Dans ce type d'événement, je veux dire, il y a du stress. Le stress engendre, c'est quelque chose qui est humain, engendre des pertes de mémoire. Et le problème, c'est que d'un point de vue gestion de la situation, c'est relativement compliqué. Voilà. Là, l'intérêt, c'est que vous avez vraiment tout à portée de main. Si on parle d'un incident cyber, même sur votre téléphone, vous pouvez directement accéder donc, à ce qu'on appelle chez nous des cartes d'action et vous pouvez directement y accéder. Vous pouvez les traiter, donc c'est tout simplement d'un simple clic. Voilà, par exemple, cette action, je l'ai réalisée, cette action, je ne l'ai pas encore réalisée, etc., etc. Et l'intérêt, c'est que pour vous, bien entendu, vous êtes quand même dans un secteur d'activité qui est critique. D'accord? Donc, il faut que tout soit enregistré. Les actions réalisées doivent être enregistrées, bien entendu pour vos audits, pour vos besoins de rapport, mais ça peut aussi être selon les circonstances, ça peut être pour les autorités, ça peut être pour votre compagnie d'assurance, voilà, tout un tas de possibilités. Voilà, hop. Donc là, j'ai un petit peu anticipé avec la partie voilà, incident reporting, donc vraiment les rapports d'incident. L'intérêt, c'est qu'effectivement, comme tout va être enregistré dans le système, vous allez directement pouvoir extraire des rapports, d'accord, pour les différents besoins que j'ai nommés, sur les actions réalisées, sur les décisions qui auraient été prises. Et ce qu'il faut savoir, c'est que si je reviens aussi un petit peu sur la gestion d'un incident, on parlait du volet de communication. Ce qui est bien, c'est qu'aussi, lorsque votre infrastructure est complètement down, vous devez avoir la capacité de pouvoir continuer à assurer donc, votre continuité d'activité, donc bien entendu par les actions à réaliser, mais aussi sur le volet communication en temps réel. Et à travers FAC24, vous avez par exemple un chat qui est sécurisé, crypté, dans lequel vous pouvez échanger donc avec des groupes de personnes ou avec une personne spécifique. Vous pouvez partager des documents. Dans la mesure où dans l'outil, vous avez également toute une partie de gestion documentaire. Vous pouvez définir les droits d'accès des uns et des autres. D'accord? Vous avez également tout ce qui est vidéoconférence. Donc l'intérêt, c'est que vous pouvez être complètement indépendant. D'accord? Je vais dire... Si jamais on ne parle pas d'une cyberattaque, très bien, vous pouvez éventuellement travailler ces aspects-là sur un ordinateur. Si jamais vous êtes sous le feu d'une cyberattaque, vous pouvez également réaliser tout ça directement depuis votre téléphone. D'accord? Et tout est logué, enregistré dans le système. Je regarde juste si on a autre chose. Voilà, globalement, hein, dans NIS2, ce qui est demandé, effectivement, c'est l'obligation de signaler donc, tout incident, d'accord, qui a un impact significatif sur votre organisation, le plus rapidement possible. Normalement, dans les textes, il est demandé à ce que la notification initiale soit dans les 24 heures. D'accord, suivant la connaissance de l'incident. Donc là, c'est pareil. Bon, bien entendu, avec notre solution, pour le coup, c'est beaucoup plus rapide que 24 heures. Vous pouvez non seulement notifier en interne, mais vous pouvez aussi notifier des tiers, d'accord, qui, eux, doivent être notifiés au regard de l'incident qui vous impacte. Et ce qui est intéressant, c'est qu'à travers la solution, au-delà de notifier simplement, je dirais, une audience, vous pouvez également demander un acquittement physique de la part des destinataires. D'accord? Donc si par exemple vous devez, je ne sais pas, faire du rappel de personnel, vous avez besoin de rappeler X type de personnes en déant les, je ne sais pas moi, 5 ou 10 minutes, directement les personnes vont être notifiées, elles vont pouvoir dire si elles sont ou pas disponibles dans le temps imparti,
etc., etc. Et vous, en matière de gestion, je dirais, des équipes, vous allez pouvoir avoir la traçabilité de ces différents éléments. Si on doit notifier dans les 24 heures un régulateur, c'est pareil, immédiatement je peux notifier, la personne, donc le régulateur va recevoir l'information avec donc les informations en tout cas initiales dont vous disposez, et lui va pouvoir acquitter la bonne réception des informations. Et si jamais en cas de contrôle, si jamais vous deviez avoir un contrôle, vous pourriez justifier, voilà, nous on a bien suivi la réglementation, nous avons bien informé, nous avons bien eu un acquittement de la part du régulateur. D'accord ? Voilà, et globalement, la continuité d'activité, ça résume ce que j'ai expliqué précédemment. Voilà, je pense que c'est bon. L'idée vraiment, voilà, c'est que à travers notre solution, chacun sache ce qu'il a à faire, d'accord, et puisse, je vais dire, vraiment assurer une certaine continuité, vraiment dans chaque département. D'accord. Bon, là, aujourd'hui, on parle plus particulièrement de la partie cyber, mais comme l'a énoncé Didier, je veux dire, finalement, on se rend compte que tous les départements, même le département restauration, a été impacté. D'accord. Donc là, l'intérêt, c'est que ça permet vraiment à tout à chacun, selon l'incident qui vous impacte, de pouvoir tout de suite savoir ce qui doit être réalisé. Voilà. Alors, pour ceux qui ne l'auraient pas encore vu, là, ce que je vais faire, c'est que je vais peut-être le mettre en grand ici, comme ça, vous pourrez le voir. C'est tout simplement une capture d'écran de notre solution FAC24. Donc l'intérêt, c'est que vous avez vraiment un dashboard qui est complet, dans lequel vous retrouvez l'intégralité des informations. D'accord? Que ce soit la partie analyse de risque, dont j'ai parlé tout à l'heure, que ce soit pour déclencher, par exemple, vos alarmes, pour le volet communication, que ce soit pour switcher du mode exercice au mode normal, si jamais ça devait être le cas ce jour-là, pour voir effectivement les détails de l'incident, voilà, qui a déclenché l'incident, quelles sont les équipes en charge de la gestion de cet incident. À droite, vous avez donc la partie main courante, donc qu'est-ce qui a déjà été réalisé par les équipes. Et l'intérêt, c'est que vous pouvez vraiment définir qui a le droit de voir quoi, d'accord? Donc généralement, ce tableau de bord, c'est typiquement un nombre, je vais dire, de personnes réduit qui va vraiment être en charge de toute la partie gestion d'incidents, gestion de crise. Ça peut également être les chefs de département qui vont y avoir accès pour pouvoir vraiment suivre, OK, où on en est et est-ce qu'on est dans les temps. D'accord? Parce que c'est pareil, vous êtes dans un secteur d'activité, encore une fois, critique. Donc, je veux dire, l'aspect temps est extrêmement important pour vous, d'autant plus que des fois, on parle quand même de vie humaine. D'accord? Voilà, je pense que le reste, donc création de rapports, donc extrêmement simple. Vous pouvez directement éditer vos rapports. Donc, ça peut être de simples rapports de situation, donc en cours d'incident. Bien entendu, vous pouvez après extraire les rapports en fin d'incident. Les plans de reprise, donc ça, on en a parlé précédemment, donc vous pouvez directement aussi stocker ces informations dans le système. Bon, bien entendu, sur le volet sécurité, Anthony, vous parliez tout à l'heure de ISO 27001, donc bien entendu, on est ISO 27001, nous sommes également ISO 22301, nous avons différentes certifications de sécurité, de continuité d'activité, nous avons l'ensemble des données, hein, bien entendu, qui sont en Europe. Pour vous donner, alors moi personnellement, je m'occupe du Benelux, et donc on a pas mal de personnes ici, donc de la Belgique. Donc en Belgique, par exemple, nous accompagnons plus de 40 hôpitaux. Donc pour le marché belge, c'est quand même pas mal. Voilà, et c'est vrai que voilà, tout le volet sécuritaire est bien entendu extrêmement important, surtout dans votre secteur d'activité. Voilà, je pense que c'est à peu près bon. Voilà, donc main courante, ici vous retrouvez directement vos actions, enfin donc les cartes d'action, encore une fois, selon votre rôle et selon l'incident qui vous impacte. Voilà, c'était tout pour moi. L'idée, c'était vraiment de vous faire une petite explication pour la fin de cette session. Je ne sais pas si vous avez des questions, que ce soit pour moi ou éventuellement encore pour Monsieur Stukens et Monsieur Van der Maren. N'hésitez surtout pas. Profitez-en, c'est gratuit.